Donc voilà, moi j'ai arrêté l'archi et je me suis dit que j'allais devenir célèbre. Comme j'aurais pas réussi à être célèbre avec l'architecture. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, à l'école, on m'a quand même dit 50 000 fois que j'allais devenir hyper célèbre, parce que tout le monde allait adorer ce que je fais. Donc je me suis dit, non mais je me suis fait arnaquer, donc je vais chercher une autre voie. Et bonjour et bienvenue dans Drop the Cut, le podcast qui va à la rencontre des diplômés en architecture qui ont décidé de mener une autre vie que celle d'architecte en agence. Je suis Sam Afshar et je suis aujourd'hui en compagnie de Julia, alias Entre ses oreilles sur les réseaux, qui est créatrice de vidéos humoristiques courtes sur une plateforme sur laquelle je ne suis toujours pas inscrit. Mais pour ma défense, ma proportion à procrastiner est déjà effrayante et je dois dire j'ai peur de ce que ça pourrait donner si j'installais TikTok. Bref, sur ces belles paroles, salut Julia. Salut, ça va ? Alors juste pour poser rapidement le contexte, on reviendra dessus avec toi, mais pour savoir un petit peu qui tu es et savoir si les auditeurs vont écouter cet épisode ou pas, c'est terrible, mais tu as été diplômé en 2015 de l'INSA de Strasbourg, et après ce diplôme, t'es pas allé directement bosser en architecture, mais tu as fait un petit peu de #vanlife à l'autre bout du monde, avant de revenir justement à Strasbourg pour faire ta HMO. Tu as ensuite exercé pendant quelques années en agence et finalement, depuis un peu plus de 6 mois, tu as complètement arrêté l'architecture pour te concentrer à 100% sur ton projet Entre ses oreilles, à travers lequel tu réalises des sketchs humoristiques en lien avec le monde de l'équitation. Est-ce que tout est bon ? C'est très bien, tu as très bien fait tes devoirs. Après, on peut revenir, si tu veux, un petit peu plus en détail sur ton parcours, parce qu'on a un petit peu discuté la semaine dernière, et tu m'as déroulé tout ton parcours professionnel, donc... Si tu veux, je te laisse la parole. Tu peux, pour les auditeurs, réexpliquer comme tu l'as fait la semaine dernière. Ok. Tu commences d'où tu veux, soit du diplôme, soit d'avant, soit... Ok, je pense que c'est bien de commencer par la fin du bac et de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et je ne savais pas du tout, du coup ce que je voulais faire. Et je savais que continuer dans une voie scientifique, ça me permettrait encore d'avoir plein de portes ouvertes. Enfin, c'est ce qu'on nous fait croire. Maintenant, ça a un peu changé, mais avant, c'était comme ça à mon époque. J'ai l'air d'une vieille daronne quand je dis ça, mais... mais non. Et du coup, je suis allée en prépa maths sup à Dijon. Et dans mon année de maths sup, il y avait une fille qui s'appelle Célia et qui, elle, voulait faire architecte et qui voulait passer le concours de l'INSA de Strasbourg. Et j'avais parlé avec elle et je m'étais dit oh bah tiens pourquoi pas faire architecte, ça pourrait être pas mal et tout. Et ça plaisait bien mes parents aussi, hein, disons-le. Parce que c'est un vrai métier. Parce que c'est un vrai métier, voilà, c'est ça. Et donc du coup j'ai passé le concours et je ne sais pas par quel miracle je l'ai eu. Et voilà, du coup je me suis lancée à l'INSA et forcément après quand on arrive dans un cycle d'études, on est engrené dans la première année et on essaye d'aller jusqu'au bout. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et pourtant, pendant les 4 ans, je me suis quand même posé pas mal de fois la question si ça me plaisait vraiment, en fait, parce que je me sentais très, très, très déconnectée des autres étudiants qui je voyais... Mais au sein des études ou Ah oui, au sein des études. Après tes stages ? Ah non, oui, déjà, je voyais tout le monde qui était à fond, qui était trop passionné et tout. Et moi, je me sentais comme une touriste un peu arrivée en mode « Ah, il y avait de la lumière, je suis rentrée, ça a l'air cool !» Et c'était sympa, hein. Après j'ai passé 4 très bonnes années et tout à faire plein de choses et rencontrer plein de gens intéressants. Mais j'ai vite compris que... Enfin non, j'ai pas vite compris justement, j'ai attendu... Enfin je me suis toujours sentie en décalage et j'ai quand même continué jusqu'au bout parce que forcément quand on a commencé quelque chose on a l'impression qu'il faut absolument qu'on le termine. Alors que dans ma promo, il y en avait plusieurs qui avaient arrêté. Et j'avais gardé contact d'ailleurs avec eux et ils me disaient que eux ils étaient trop contents d'avoir arrêté, que ça leur convenait pas du tout et tout. Et non, j'ai quand même enduré ces 4 années de souffrance quand même, faut le dire, hein, c'est quand même pas facile. Et je suis allée jusqu'au diplôme, donc j'ai passé 2 fois mon diplôme. Mon premier diplôme où clairement j'étais pas prête du tout à le passer, mais on m'a quand même laissé aller jusqu'au diplôme. Et donc ça a été franchement un jour horrible hein, quand on m'a annoncé que j'avais pas mon diplôme. Hein. Surtout j'étais la seule de la promo à ne pas l'avoir eu. Et donc du coup, donc j'ai refait j'ai refait ma dernière année. Et là j'avais un choix entre travailler en agence pour combler le temps que j'avais, parce que je devais que repasser le projet il me semble.
Ou, Oui, à l'INSA, voilà. il y a qu'une matière à rattraper Ouais, et c'est quand ça, tu voilà, rates une ouais. matière, enfin, Donc il y a du que les matières à rattraper que tu rattrapes l'année suivante. Ouais, donc du coup, j'avais tout ce temps libre et j'avais pas spécialement envie de travailler en agence. Et j'ai plutôt préféré faire un master 2 de design graphique et théorie du projet à l'UFR des Arts, parce que je me demandais si je voulais pas plutôt faire une thèse en fait, une thèse d'architecture, parce que moi j'aimais beaucoup la théorie et tout, et enfin j'aimais bien écrire des mémoires. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça, mais moi j'aime bien. J'aime bien réfléchir. Et du coup, j'ai fait mon Master 2 à l'UFR des Arts. J'ai été avec des étudiants en design graphique. C'était trop trop chouette. J'ai fait plusieurs projets en design graphique d'ailleurs avec eux et tout. C'était vraiment cool. J'ai même aussi d'ailleurs organisé une expo, vu que j'étais la seule archi de la classe forcément, de la promo. Ils avaient une exposition en fait où ils devaient exposer leurs projets et en fait l'UFR des Arts leur avait donné une salle et moi ils m'avaient proposé en fait de faire la scénographie et ça c'était vraiment trop chouette à faire et j'avais vraiment fait un truc et tout avec une entrée et tout. Alors c'était une petite pièce mais t'avais une petite passerelle au-dessus donc t'avais un endroit où tu pouvais aller et tout. Enfin c'était vraiment chouette et tout le monde avait été très content et en fait parce que travailler avec il y avait du coup 15 étudiants, c'était pas facile, hein, parce que tout le monde voulait, tu vois, avoir son projet le plus exposé possible, tu vois, forcément, avoir le plus de Évidemment. visibilité. Donc trouver un Sauf compromis que entre toi, tout t'as le mis le monde... tien. Non, 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 non. Non, c'était un ancien projet qu'ils avaient fait l'année d'avant où j'étais pas là. Et donc du coup, il fallait que je sois diplomate avec tout le monde. C'était assez galère au début. Et au final, j'ai fini par faire une maquette de la salle. Et je leur ai demandé à tous de maqueter leur projet au 1/25e, quoi. Et ensuite, je leur ai fait une proposition. Et ensuite, ils m'ont dit, ouais, mais nanana. Enfin, ils ont discuté. On a discuté dans tous les sens de chacun de leurs projets. Et finalement, on a tous trouvé un consensus. Et ça, c'était vraiment chouette. Et ensuite, il y avait pas mal de gens de l'extérieur qui étaient venus. Et tout le monde était très content et tout. Donc, c'était vraiment trop, trop cool. Et voilà, et du coup, je suis allée jusqu'à la soutenance de ce mémoire de recherche pour préparer une thèse. Et j'ai écrit le mémoire, mais finalement, je l'ai pas passé. J'ai pas soutenu, quoi. Et j'avais travaillé sur Peter Zumthor, pour info, voilà. J'étais quand même restée... Enfin, c'était forcément en architecture, quoi. C'était forcément un truc d'architecture. Et voilà, je l'ai pas passé. Je sais pas pourquoi. Je pense aussi c'est parce que quand on n'a pas vraiment d'obligation de faire quelque chose, ça demande quand même pas mal de travail de faire une présentation. Enfin, soyons honnêtes. Et l'envie de faire une thèse m'avait un peu quittée, donc du coup, là, ce qui m'attirait le plus, c'était de repasser mon diplôme et de voyager, quoi, vraiment. Donc voilà, donc du coup, j'ai repassé mon diplôme d'archi à l'INSA et j'ai eu une très bonne note, j'ai eu 16. Et je pense que d'avoir redoublé mon diplôme la première fois m'a permis de savoir exactement ce que je devais faire et comment je devais le faire. Donc ça n'a pas été du tout inutile, hein, clairement pas. Et si quelqu'un écoute ce podcast et n'a pas eu son diplôme, ce n'est pas grave. Genre vraiment, c'est pas grave du tout. C'est vraiment pas une fatalité. 7 ans plus tard, je n'y pense absolument pas. Donc vraiment, c'était pas important du tout. Et Je le note pour moi quand je vais oh, passer mon diplôme l'an voilà, si prochain. tu veux. Mais en tout cas, c'est vraiment... J'aurais bien aimé avoir ces mots-là quand moi j'ai redoublé mon diplôme. En tout cas, j'étais vraiment dévastée. Et puis en fait, avec le recul, c'est rien du tout, on s'en fout totalement. Et donc du coup, j'ai passé mon diplôme, c'était bien. Et il y a eu... D'ailleurs, je m'en rappelle très bien, après toute cette vague de charrettes, de tensions intenses, enfin de stress et tout... ça y est, c'est passé, tu sais que tu l'as, t'as la grande cérémonie là où on te donne ton diplôme et tout. Et là, en fait, après que toutes les soirées soient passées et tout, tu te rends compte que tu ne sais pas comment tu vas faire le reste de ta vie. Enfin, non, Tu pardon. n'as pas prévu Non, la enfin, suite. ouais, en fait, voilà, c'est ça, tu n'as pas prévu la suite. Tu te rends compte vraiment que tu n'as pas prévu la suite. Genre, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Genre, il n'y a plus rien d'un coup, en fait. Genre, tout le monde t'a dit Ah, je vais plus à félicitations. l'INSA ce matin. Non mais c'est ça. Genre tu te relèves le matin et tu dis ah ben je suis en vacances, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends des vacances? Est-ce que je dois trouver du travail? Enfin qu'est-ce que je fais en fait? Je comprends pas. Et là du coup moi j'avais très envie de voyager et j'avais pas beaucoup d'économies d'ailleurs. Hein. Je suis partie même avec 500 € en Australie, ce qui est pas bien du tout. Hein. Normalement il faut prouver au gouvernement que tu as genre 3000 $ ou un truc comme ça. Ce que je n'avais pas du tout. Hein. Ah oui, t'as Voilà. bien filouté le truc. Oui, voilà, voilà. Bon, y a pas des contrôles à chaque fois, donc ça va, quoi. Et en fait, donc du coup, j'ai pris un billet d'avion et mes 500 € et je suis partie avec mon sac à dos en Australie. Et j'ai fait plein de petits travaux là-bas. Donc j'ai tout fait, enfin j'ai pas du tout fait d'archi, hein. J'ai pas du tout cherché à faire d'archi. J'avais pas du tout envie de faire d'archi. J'avais plutôt au contraire envie de prendre des grosses vacances de l'architecture et de toutes ces années de travail
et de stress enfin parce que c'est vraiment difficile quand même comme études et comme métier. Et je suis partie encore après 1 an en Nouvelle-Zélande, c'était à côté donc c'était pratique. Et au bout d'1 an en Nouvelle-Zélande, je commençais à me dire ouais, faudra peut-être que je revienne en France quand même. Ma famille évidemment me manquait, mais je me disais ouais, ça serait quand même chouette que je revienne en France et peut-être que je devrais travailler, parce que j'avais quand même toujours contact avec mes anciennes copines d'archi qui me disaient que voilà, elles avaient trouvé que ma thèse était en CDI, que nanana et tout. Et moi, je commençais à angoisser et je me disais, ouah, en fait, ça se trouve, je suis en train de prendre trop de retard et tout, ça va être la galère pour moi. Et je suis Sur la fameuse timeline de la vie, tu n'en étais Voilà, plus au c'est même ça. stade. Voilà, j'étais plus du tout au même stade que les autres. Bon, après, il y en a qui étaient au même stade que moi parce qu'ils n'avaient pas trouvé, quoi. Enfin, c'était... quand moi, je suis sortie de mon diplôme en 2015, c'était quand même assez bouché sur Strasbourg. Donc du coup, il y avait plein de gens qui étaient rentrés d'ailleurs dans leur ville natale parce qu'ils ne trouvaient pas à Strasbourg. Mais ouais, du coup, ouais, je me sentais en décalage, quoi, clairement. Donc du coup, je suis rentrée, j'ai fait une énorme dépression de blues de voyage. Enfin, c'est assez classique quand on a voyagé longtemps. Donc j'ai regardé chez mes parents pendant 2 mois le plafond. Et à un moment, je me suis dit, bon, je vais chercher un travail. Voilà. Et du coup, Tu as donc traversé la rue. voilà, comme dirait... Oui, c'est ça, c'est ce que Emmanuel Macron recommande, je crois, qu'il faut juste traverser la rue et donner son CV. Et du coup, j'ai commencé à faire mon portfolio. Et ah oui, d'ailleurs, mon portfolio, ça, j'en ai jamais parlé, mais les portfolios, ça a toujours été une grande phobie pour moi. Je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours détesté organiser mes projets et tout. Et aussi, ce que je n'ai pas dit, pourquoi je me sentais toujours en décalage pendant les études d'archi, c'est parce que en fait tout le monde travaillait beaucoup sur l'ordinateur et faisait beaucoup de choses informatiques sur Photoshop et tout. Et moi, je faisais tout à la main, genre vraiment tout à la main. J'adorais dessiner les plans à la main, je faisais tous mes dessins à la main. Mon diplôme, c'était en partie des plans Archicad, mais enfin, j'utilisais pas beaucoup la 3D en fait, je faisais surtout du filaire. Et ensuite, je les habillais à la main. Et enfin, c'était tellement genre travailler esthétiquement et graphiquement que je me rappelle que mon directeur de diplôme m'avait dit mais tu passes un diplôme de design graphique ou d'architecture? Bon, c'était un compliment d'une certaine manière. Hein. Mais voilà, mais ça, je pense, c'est une des parties, enfin, une des choses qui fait que je me suis toujours sentie en décalage, c'est que tout le monde était à fond sur Photoshop, sur 3ds Max, je me rappelle Grasshopper, genre tout le monde était à fond, tu vois, sur les logiciels info. Et moi, j'étais en mode, je sais pas, je comprends pas pourquoi faut être à fond sur les ordinateurs. Enfin, ça, c'est un truc, ouais, voilà, qui était un peu difficile pour moi. Et du coup, bah, quand je faisais mon book, de placer tous mes petits dessins à la main, de tous mes petits plans à la main, de tous mes petites images, puis j'adore le noir et blanc aussi, je suis pas trop couleur. Donc, et je faisais pas d'images de 3D du coup, enfin je savais pas faire des jolies perces quoi. Et, euh, et du coup, bah, je me sentais un peu minable en fait à côté de tout le monde. Et quand je postulais dans les agences et quand je faisais mon portfolio, je me disais, oh, il n'y a jamais personne qui voudra me prendre, je sais pas faire de Photoshop, enfin je suis nulle quoi. Et voilà, du coup, ça a été une grosse angoisse pour faire mon portfolio, clairement. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Et j'ai une réponse assez rapidement de qui à Strasbourg, donc qui m'a proposé du coup de faire ma HMO chez eux. Et j'ai accepté. Et c'est comme ça que ma descente aux enfers a commencé. Vous saurez la suite dans l'épisode 2. Chapitre 2. En fait, on fait une mini-série sur ma vie. C'est incroyable, on va faire ça en plusieurs épisodes. Grave. Donc voilà, et du coup, bah, j'ai trouvé un appart à Strasbourg, je suis revenue, parce que j'étais dans le Jura, du coup, chez mes parents, hein. Et je suis revenue, du coup, sur Strasbourg. J'étais très contente de revenir sur Strasbourg, parce que moi, j'ai toujours aimé cette ville, et j'y habite toujours, hein, j'aime toujours beaucoup cette ville. Et du coup, j'ai commencé à travailler, et je me suis pris une énorme gifle, genre vraiment une énorme gifle. Il y a une fracture, alors déjà, il y avait la fracture de forcément mes 2 années à l'étranger, où j'étais en vacances, entre guillemets. Et aussi de me rendre compte que tout ce que j'avais appris à l'école d'archi, à l'INSA, n'avait rien à voir avec ce qu'on faisait en agence. Et je me rappelle qu'il y avait des profs qui faisaient des blagues là-dessus, genre en projet, mais je me disais, mais non, mais quand même, genre là ce qu'on fait pendant 4 ans, ça va nous servir un peu quand même. Mais non, pas du tout. Rien du tout. Ça correspond à peu près à 2% de ce qu'on fait en agence. Vraiment. Genre, à aucun moment t'as le temps de te poser sur un projet. À aucun moment tu parles pendant des heures si tu vas mettre ton plan dans telle orientation ou telle orientation sur ta planche quand tu vas présenter ton projet.
C'est vraiment... Ah oui, puis surtout, là, je crois le truc le plus quand même risible, c'est qu'elle est à l'école d'archi, pas qu'à l'INSA, c'est on te fait croire pendant 4 ans que tu vas être le futur Peter Zumthor, Enzo Piano, que tu vas être un grand nom de l'architecture. Eh bien non, quand tu rentres en architecture, Non. tu deviens la petite boniche qui doit faire les plans de tous les gros archis pleins d'ego et qui ne savent pas dessiner un trait sur Archicad parce qu'ils sont vieux. Donc voilà, c'est méchant, hein, tu sens la haine que j'ai là. Non, mais je comprends, j'ai fait un Sans- mémoire sur le sujet. Donc, Oui, voilà, ok, d'accord, très bien. Donc j'ai un peu d'amertume sur cette période, forcément, mais je trouve ça très dur, en fait, de t'élever à te faire croire que voilà, que le concept c'est important, que tout a un sens, que vraiment, tu vois, genre être à fond là-dessus et tout, que le moindre de tes traits doivent être réfléchis et pensés en rapport avec le concept. Ben en fait, non, pas du tout. Tu te rends compte qu'en fait, non, il y a. Enfin, je dis pas qu'il n'y a pas de concept en agence, mais en fait, je pense que le travail en agence d'archi a beaucoup évolué et que peut-être avant, les archis, quand ils travaillaient sur la maison individuelle, peut-être que quand les gens avaient un peu de sous et tout, peut-être que tu pouvais avoir des vraies réflexions et des vraies démarches conceptuelles et avoir des vrais partis pris. Mais actuellement, enfin en tout cas je le ressens comme ça moi, c'est que dans les agences d'archi maintenant, c'est principalement les bâtiments publics qui transforment les petites agences d'archi en grosses agences d'archi. Donc si tu veux vraiment faire entrer de l'argent dans ton agence, il faut faire du bâtiment public et donc il faut faire du concours. Et le concours, c'est quand même un peu spécial parce que du coup, tu dois proposer un projet. Enfin, ça te coûte cher à ton agence parce que t'es pas sûr de gagner le projet. Alors sur certains concours, tu gagnes des indemnités et tout de travail si t'as rendu toutes les pièces. Hein, attention, si t'as bien rendu toutes les pièces. Et oh c'est non, on avait écrit ça en petit. vous avez oublié le Nord sur le plan. Non, quand même Oh pas. non, Non, non. oh Non, zut. Mais voilà, tu vois, c'est quand même assez particulier. Donc les agences ne vont pas mettre des archis expérimentés pour faire ce genre de travail parce que ça leur coûte cher. Donc du coup, ils vont mettre des petits archis qui sortent de l'école, qui sont tout frais et qui sont tout neufs, et qui ont Et encore qui un... vont faire du 60 heures par semaine. Voilà, c'est ça, ils vont faire du 60 heures par semaine. Ils ne vont rien dire parce que le marché du travail est tellement difficile. Et aussi, on a cultivé le fait que travailler toute la nuit, faire des charrettes, c'était un truc normal. Bah, du coup, tu ne peux pas te... Mais ils l'ont fait, ils sont pas morts, hein. Oui, voilà, c'est ça. Je te ferai dire. Voilà. Je te ferai dire. Et puis bon, l'architecture, c'est pas un métier, hein, c'est une passion. C'est soit t'as la personnalité pour, Mais oui. soit... Voilà, c'est tout. D'ailleurs, à l'INSA Strasbourg, je sais pas si t'as vu, mais aux portes ouvertes, on nous file des t-shirts architectes passionnés. Pour continuer dans la propagande. Non mais voilà, donc c'est quand même assez spécial. Et je ne jette pas du tout la pierre aux agences d'architecture, hein, en ayant travaillé, donc j'ai travaillé 4 ans je crois. Je sais pas si je compte mon année de dépression dedans ou pas. Non mais Comme tu veux, là, c'est vraiment toi qui... qui choisit, ouais. Je crois que j'ai travaillé à peu près 4 ans, ouais, et j'ai bien vu les backstage des agences d'archi. Je ne leur jette pas du tout la pierre, c'est pas de leur faute, hein. Il y a toute une sorte d'engrenage qui fait que moi j'ai l'impression qu'on pousse l'archi en fait sur l'extérieur, et à la base l'architecte c'était quelqu'un de vraiment très important dans un projet. Maintenant j'ai l'impression que c'est devenu clairement... il est devenu anecdotique en fait, et limite... Bah, c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs aussi Oui, il y a sur de les plus en plus projets. d'acteurs, mais limite, j'ai l'impression qu'on se moque même de l'architecte, tu vois. Genre, moi, j'ai senti beaucoup ça en réunion avec... Alors, pareil, je jette la pierre à personne, hein, mais peut-être que c'était juste pas les bonnes personnes avec qui j'étais. Mais j'ai l'impression que entre les ingés, les gens du chantier, même les chefs d'agence, j'ai l'impression que quand tu es architecte salarié, t'as un peu la personne sur laquelle on a le droit de se déverser, qu'on a le droit de se foutre de sa gueule, qu'on a le droit d'humilier, qu'on a le droit... Enfin, tu vois, j'ai l'impression que t'es un peu le souffre-douleur. Enfin, je sais pas, moi, je trouve ça très... je dis pas que c'est la faute des agences d'archi, c'est juste parce que Non, je non, mais sais c'est que... très complexe. Voilà, c'est très complexe Ça... comme situation. Faut pas oublier que derrière, il y a l'argent, hein, clairement. L'argent. Il y a aussi des problèmes de... Alors, je sais pas si je peux le dire, hein, mais on va dire que t'es pas trop public pour l'instant quand même le podcast. Je pense qu'il y a un gros problème de longueur de quéquette aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes dans les agences d'archi.
et enfin dans tous les gens qui en fait qui travaillent dans la dynamique d'un projet, dans la création d'un projet. Il y a beaucoup de quéquettes du coup, et il y a beaucoup de gens qui veulent montrer qu'ils ont la plus grosse quéquette, donc du coup ils n'hésitent pas à... Et je parle pas que dans les agences d'archi, là, je parle aussi à la mairie, les maîtrises d'ouvrage, les maîtrises d'œuvre, les promoteurs, hein, genre vraiment tout le monde quoi. Donc du coup ça c'est un peu chiant en fait. Et puis après tu rajoutes le fait que quand t'es une femme, bah c'est encore plus chiant. Mais ça on va pas rentrer dans ce débat là parce que sinon je vais me faire traiter de Cendrillon féministe. Après, Voilà. enfin, notre génération, on est beaucoup plus féministe et surtout en archi, enfin là dans les promos, il y a majoritairement des femmes, donc Carrément fais-toi oui. plaisir franchement, Non, parce que dans non, les non, mais auditrices oui, oui, c'est et vrai. les auditeurs, là j'ai 60% de femmes, donc Oui, oui, fais-toi non, mais plaisir. c'est vrai, totalement. Il n'y a pas de souci sur ce podcast. Ok, ça va. Mais d'ailleurs, ça aussi, c'est un gros paradoxe. D'ailleurs, c'est comme en équitation, hein. Il y a beaucoup de femmes à l'école. Et après, quand tu arrives dans les agences d'archi, alors oui, il y a toujours beaucoup de femmes, mais elles sont souvent architectes salariés. Enfin, il n'y en a pas beaucoup qui sont... Enfin, là, en tête, je suis en train de réfléchir si je connais beaucoup de femmes qui gèrent une agence d'archi à Strasbourg. Il y en a une poignée, je crois pas qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a quelques associés par-ci par-là, mais... Ici Somme du montage pour le fact-checking. Alors, quelques jours après l'enregistrement de cet épisode, le collectif MEMO, Mouvement pour l'équité dans la maîtrise d'œuvre, a publié sur Instagram que les femmes représentent actuellement 60 à 80% des élèves en école d'architecture. Cependant, une fois leur diplôme obtenu, seule une infime partie d'entre elles fondent ou dirigent leurs agences. Elles seraient environ 8% à le faire. Et donc ce sont des chiffres issus de L'architecture avec les femmes rêveuses de ville par Julie Arnaud, Chronique d'architecture 2020. Voilà, donc c'est fact-checké. Là où j'étais l'agence d'archi d'avant, là, juste la dernière que j'ai faite, il y avait une associée femme, mais je crois que ça faisait pas longtemps qu'elle était associée. Il y a une associée femme aussi, mais J'ai fait 4 stages archi et il y avait qu'une seule des 4 agences dans laquelle il y avait une femme associée. Ouais, Tous voilà. les autres, c'était Ok. juste des hommes. Donc voilà, donc j'ai quand même une bonne intuition là-dessus. Et je crois que le truc qui m'a fait le plus rire, anecdote de chantier, j'en ai quasiment pas fait de chantier forcément, hein, parce que quand tu commences en agence d'archi, ça aussi j'ai trouvé ça très paradoxal, c'est que tu sors d'école, tu ne connais rien du tout à la dynamique de chantier, à comment on construit les choses, même si tu as fait un stage en ouvrier, enfin ça veut pas dire que tu sais construire quelque chose. On te met à la conception qui est normalement la place, je pense, de la personne la plus expérimentée du travail. Parce que parce que quand même tu peux anticiper tellement de problèmes si tu as déjà vu tout un projet en entier et que tu sais vraiment construire et que tu as déjà fait du chantier. Je pense que c'est plutôt la place d'une personne expérimentée, la conception. Eh bien non, la conception, vu que ça aussi c'est quelque chose de chronophage, on va te mettre en tant que petit débutant architecte, on va te mettre à la conception. Et tu connais rien et tu sais rien faire. Et on t'agresse parce que t'as pas mis tes gaines dans tes communs de logement collectif. Alors que on te l'a peut-être dit une fois à l'école d'archi, tu vois. Genre, ou alors on te l'a dit et tu le sais, mais on te dit oui c'est bon, c'est un projet d'école, c'est pas grave. T'inquiète, tu le feras vraiment en agence, hein. Tu le feras vraiment en agence, mais t'inquiète, là on est à l'école, on s'en fout. Y a pas de souci. D'ailleurs, y a quasiment jamais de gaines sur les projets. Enfin, je me rappelle à mon époque, il y avait quasiment jamais de gaines sur les projets d'école, quoi. Donc, c'est vrai. Et ça aussi, je trouve ça très dommage. Non, mais après, il y a des postures aussi de profs qui disent que c'est... Enfin, là, il y avait le festival de l'UNEAP où il y avait une conf où du coup, ils disaient que... Enfin, il y a des profs d'archi qui disaient que c'est volontaire parce que si on commence à vous mettre les normes ERP, les normes incendie, les normes... Déjà, on nous met les normes PMR. Si on nous met en plus code du travail, des trucs comme ça, on pourra plus être créatif, machin... Alors ça, je l'ai déjà entendu aussi à mon époque. Je l'ai déjà entendu. Et personnellement, maintenant, avec le recul, avec l'expérience, c'est une grosse connerie. Genre, pour moi, il faut vraiment déjà travailler avec tous les éléments techniques, la réglementation incendie, enfin tout, en fait. Parce que sinon, t'arrives, tu sautes d'une falaise, en fait, quand t'arrives en agence d'archi. Moi, je me rappelle la première fois où on m'a lâché sur un concours toute seule. Genre, j'avais le livre de réglementation incendie, PMR. Bon, PMR, c'est un peu... J'ai l'impression que c'est plus abordé à l'école d'archi, donc ça va. Et c'est Même peut-être si plus des fois, accessible. quand ça marche vraiment pas, PMR... Oui, voilà, oui, c'est vrai, oui. Quand ça marche vraiment pas, oui, il oui. dit, bon, allez, tant pis. C'est pas grave. Il est beau quand même, ton projet. Le concept est bien. mais tu vois, quand tu te retrouves en agence, c'est là que tu te retrouves face à toute la réglementation.
Alors, les gens ils me disent oui, mais t'es pas tout seul dans l'agence. Si, t'es tout seul dans l'agence. Tu peux avoir 10 000 collègues, tes 10 000 collègues, ils ont des projets à faire et ils sont pas là pour te tenir la main. Il y a personne qui te tient la main et qui t'explique exactement comment faire. Et il y en a qui prennent le temps, mais c'est pas assez complet. Enfin, tu peux pas rattraper des années d'expérience que eux ils ont accumulées en 2 heures de cours sur l'alimentation incendie, tu vois. Enfin, puis après, ça change, c'est du cas par cas. Puis on sait très bien avec l'expérience que tu es toujours dans le cas spécial. Genre, t'es jamais dans un cas classique, standard, tu vois. T'es toujours dans le cas spécial quand tu fais ton projet. Donc voilà, puis après, il y a plein de choses à savoir aussi, tout ce qui est, tu sais, remontée d'eau. Alors oui, on nous en parle et tout, mais est-ce que le PPRI, ça te dit quelque chose? Ah oui, ça j'ai déjà entendu parler, mais en Ah, agence, c'est bien. pas à l'école. Voilà, pas à l'école. Le PPRI, bah, c'est un truc qui t'explique... C'est un podcast éducatif, j'adore. Le PPRI, c'est le plan de prévention du risque d'inondation. Donc voilà, donc c'est quand même important de savoir ces choses-là. Bah oui, bah voilà, bah moi à l'école je l'avais pas entendu. Alors je dis pas que j'étais une élève studieuse et que je suis parfaite, peut-être que je l'ai juste pas entendu et que tout le monde le savait et juste pas moi, tu vois, mais ça m'a pas marqué quoi, vraiment. Donc voilà, donc il y a plein d'informations en agence que bah tu connais pas, que tu sais pas et que bah tu te retrouves un peu démuni, je trouve, comme ça. Et ensuite, bah ça c'est le pire, je pense, c'est qu'en face de toi, bah il y a des contraintes de temps et d'argent et l'agence elle doit tourner et que si t'es pas assez efficace, rapide, bah l'agence perd de l'argent à cause de toi et d'une certaine manière, bah, c'est à cause de toi parce que t'as pas été formé correctement au début et l'agence c'est un peu pas de leur faute si tu sors de l'école et que t'as pas les connaissances et en même temps bah l'école elle te dit oui mais t'apprendras tout ça en agence sur le tas, t'inquiète. Bah non en fait et ce qui en découle et ce que moi j'ai vécu c'est bah une grosse dépression, un sentiment d'humiliation, enfin genre t'as pas les connaissances, on te dit en gros que t'es une merde quoi, clairement, que t'es pas à ta place, que t'as pas les connaissances et tout, et c'est horrible quoi. Enfin, bon, je vais pas continuer dans un truc dépressif là, mais tu vois ce que je veux dire quoi, c'est horrible, tu vois, Oui. enfin genre... moi je souhaite personne de ressentir vraiment ce que j'ai vécu, hein. Et ensuite t'as l'ego bah, des gérants d'agences d'architecture qui, je pense, pour faire ce métier, être dans leur position, c'est qu'effectivement, il faut, je pense, être capable d'être assez... voilà, je pense que c'est normal qu'il soit comme ça, tu vois, mais toi, en tant que petit archi qui sort d'école, c'est un peu dur quand même, hein, vraiment, de te prendre ça dans la face, c'est quand même dur. Petite quoi. douche froide. Ouais, petite douche froide. Mais t'avais pas fait de stage avant, pendant le... Non, non. Si, j'avais fait des stages, mais... alors déjà, mon premier stage, je me rappelle, en agence d'archi, après la fin de ma première journée, je me suis dit, mais ça va être ça mon métier. Genre, je vais rester devant, Alors, je vais rester devant l'ordinateur et c'est tout. Genre, je comprends pas. alors, premier jour de stage licence, le, le soir, je suis quand même allé chercher sur Google débouché autre que l'architecture après diplôme d'architecture. Non, mais trop. Je sais pas pourquoi. Je me dis, mais on m'a menti, je comprends pas. Genre, moi, je pensais que j'allais faire du vélo avec mes plans dans des tubes et parcourir tout Strasbourg. Tu vois, j'avais ça comme image en tête. J'allais être sur les chantiers, que j'allais faire des choses, que j'allais discuter avec des gens en vrai. Genre des personnes qui construisent des choses, tu vois, genre des gens du chantier. Bah non, en fait, t'es assis sur ton petit bureau avec ta petite fenêtre et à côté du radiateur si t'es chanceuse dans l'agence. T'as une petite plante verte sur ton bureau que t'arroses de temps en temps et tu dessines des Oh, plans. t'avais une plante verte. Ah bah oui. Luxe. Bah, ma dernière agence, c'était quand même sympa. Mais enfin, on avait une chargée de com qui animait l'agence, qui faisait de la com interne, enfin de la communication à l'intérieur de l'agence, qui organisait souvent des petits trucs, genre ramener une petite plante, ça sera journée pizza ou des trucs comme ça, tu vois. Elle faisait pas mal d'animations, donc c'était cool. Mais ouais, en fait, t'es juste à ton ordinateur et tu dessines des plans et tu modifies les choses pour les gens, en fait. Parce que j'ai même pas l'impression que c'est vraiment pour toi, parce que même si on te dit de faire un projet, et quand tu commences dans une agence, tu travailles forcément avec un référent, tu vois, avec un chef de projet. Enfin, il y a des agences qui appellent pas ça des chefs de projet, ils disent qu'on est tous au même niveau et qu'on travaille ensemble, tu vois. Mais normalement, dans le jargon, c'est plutôt un chef de projet. Mais le chef de projet est super occupé, donc du coup il te dit non mais avance le projet, vas-y avance le projet et on regardera. Mais il a toujours pas le temps, donc du coup toi tu continues à avancer dans ton coin, t'essayes de choper des infos, machin et tout dans tous les sens et de capter les gens. Puis en fait... Et moi j'ai un petit blocage aussi parce que je me dis, mais il le ferait comment dans le style agence? Parce que moi je peux faire un projet étudiant là, mais Oui voilà, mais dans c'est l'agence, ça, genre, mais en fait je fais comment correspondre ouais. à l'architecture qu'ils veulent développer? Non mais grave.
Et puis après, on arrive à 3 jours avant le rendu. Et là, la personne se réveille, le chef de projet se réveille, et viens voir ce que t'as fait. Et là, il te dit, oh, mais c'est la catastrophe, mais t'as rien fait, mais qu'est-ce que t'as fait pendant 3 semaines? Et là, toi, t'es en mode, il y a 3 semaines, non, il y a un mois, j'étais en école d'archi, et il y a 3 semaines, j'étais courir après parce que je savais pas comment faire. Donc voilà, c'est tout, point. Alors je romance un peu et je caricature un peu le truc, hein, c'est pas exactement Après, comme il faut ça. garder à l'esprit, c'est que le but de ce podcast, c'est des expériences particulières. C'est cumuler les expériences particulières de tout le monde. Voilà, J'ai fait des stages en agence où j'étais le plus encadré. Non, mais voilà, je romance un peu forcément, mais je caricature parce que c'est ma spécialité de caricaturer les trucs et c'est comme ça que mes sketchs marchent. Mais voilà, c'est un peu ça à l'extrême, tu vois. Personne n'a le temps de rien faire et tu peux être dans la meilleure agence d'archi avec les gens les plus adorables du monde, les plus bienveillants et tout. En attendant, derrière, il y a quand même une notion d'argent qu'il faut faire tourner l'agence et que tu peux pas te permettre de passer beaucoup de temps sur certaines choses que tu prenais beaucoup de temps à l'école d'archi, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai toujours regretté que dans les écoles d'archi, il n'y ait pas un cours de gestion du temps. Parce que pour moi, et c'est pas qu'en architecture, c'est dans n'importe quel projet de création. Moi aussi, quand je crée mes vidéos, alors bon, j'ai pas de clients qui ont des échéances butoirs vraiment fermées, donc c'est encore un peu différent. Mais quand je dois faire des vidéos ou avoir un rendez-vous pour donner des vidéos, j'ai aussi une échéance de temps. Mais je vais pas faire une nuit blanche la veille parce que je remets tout en cause, parce que ma vidéo finalement, gna gna gna, ça va pas ou je sais pas quoi, tu vois. J'ai appris aussi à gérer et à me dire, voilà, j'avais ce temps-là à un instant T dans ma vie, avec telle variation dans ma vie privée ou ma vie professionnelle. Avec ce contexte-là, j'ai pu donner ça et c'est le meilleur que je peux faire à cet instant T, tu vois. Point. C'est pas... Parce qu'après, c'est toujours facile de dire oui, mais si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu faire ça. Ou se redire 2 mois après, parce que t'es un peu plus tranquille dans ta vie privée et professionnelle, tu te dis ah mince, si j'avais eu ce projet là maintenant, j'aurais pu faire vraiment de plus belles choses. Oui, c'est sûr, c'est frustrant, mais tu dois faire. T'as une échéance à un temps donné, dans un contexte, et tu dois faire avec ce qui se passe autour. Et ça, je comprends pas pourquoi on nous l'apprend pas en école d'archi, tu vois. Pourquoi on n'explique pas qu'il faut faire avec ce qu'on a et faire le meilleur avec ce qu'on a, point. Ça va peut-être arriver quand la culture de la charrette déjà va progressivement disparaître. Disparaître, je sais pas. Hein. Je sais pas si ça disparaîtra vraiment, ça. Depuis 2 ans, il y a quand même de plus en plus de gens qui en parlent ouvertement et de choses comme ça, donc j'ai assez d'espoir. Mais est-ce qu'il y a encore des profs, la veille d'un rendu, qui vont voir les élèves et qui disent « ça va pas, il faut que tu bouges ça, non mais tu peux pas mettre ça à côté de ça et tout ». Est-ce qu'il y a des profs qui font encore ça? Parce que moi j'ai toujours trouvé très inconscient les profs qui faisaient ça, hein. Vraiment très inconscient. Mais en fait la différence c'est que si le prof fait ça, mais que toi, autour de toi, ta promo, vous avez compris que c'était de la merde la culture de la charrette, on dit ok, parle toujours, et dès qu'il part, tu modifies rien, parce qu'en fait c'est toujours une histoire de un petit peu... Oui, comment tu le prends, quoi. Avec de qui t'es entouré, quoi. Enfin, moi, j'ai la chance dans ma promo, c'est que vraiment, on est une promo qui est pas du tout délire culture de la charrette. Donc, vraiment, des fois, 2 jours avant le rendu, il y a des profs qui vont venir, on fait oui, tu viens, tu fais ton truc, et c'est pas grave. On sait qu'on aurait pu faire mieux, mais tant pis, là, on a commencé à faire les documents finaux, donc non, en fait. Non, mais c'est ça, en fait, l'idéal, et ça serait trop bien que ça se passe comme ça en agence, mais pareil, en agence, tu rajoutes la notion du client qui est quand même très, 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 très complexe. Ce qui serait tellement génial, c'est d'avoir genre un temps de création et un temps de réalisation des documents. Ça, c'est la théorie. Et ça se passe jamais comme ça. Genre jamais. Oui, que les missions soient bien, hyper compartimentées. Voilà, parce que, bien timées. Voilà. Et après, tu peux pas être non plus trop strict en disant ah non, c'était jusqu'au 18 juillet. Donc le 19, moi, je ne touche plus à mon ordinateur. Maintenant, on fait les plans, tu vois. Enfin, on réalise graphiquement les documents. Par exemple, si tu dois rendre un permis de construire, tu vois. Tu sais qu'il te faut, 2 semaines pour faire ton permis de construire. Tu te dis, ah non, avant 2 semaines avant la date de dépôt, je ne prends plus aucune modification. Alors oui, en théorie, c'est très beau de dire ça, mais en fait, ça se trouve, tu vas avoir une information, du contexte en fait en plus. T'avais pas une information jusqu'à maintenant. Je sais pas, peut-être ton plan de géomètre qui est arrivé en retard, ou juste parce que le client voulait pas le faire, qui arrive après. Du coup, tu dois rebouger des choses, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Enfin, en fait, c'est pas une ligne droite et tu peux pas imposer une ligne droite non plus. Moi, je pensais vraiment qu'on pouvait imposer une ligne droite. Hein. Puis quand je suis arrivée
en agence d'archi, moi j'étais du genre à dire ah non on fait jusqu'à temps et après on réalise des documents et on s'en fout. Bah non en fait parce qu'on n'est pas des machines et on travaille avec des humains dans un contexte et qu'en fait il faut tout le temps tout reprendre tout quoi. Enfin c'est galère quoi vraiment. Voilà du coup j'ai fui ça. Je ne voulais plus du tout faire ça. Et parce qu'à la base on parlait de mon parcours, donc comment je suis venue à arrêter. Non, mais moi je trouve ça incroyable, je trouve ça super intéressant. Mais comment du coup j'en suis à arrêter. Eh bien j'ai du coup dans un de mes anciens travails où je faisais plutôt de l'archi d'intérieur, donc je travaillais avec un menuisier et c'était très très chouette, hein. J'adorais vraiment beaucoup. Et en plus là c'était vraiment des clients qui avaient vraiment beaucoup d'argent, genre je dessinais des cuisines à 100 000 balles tu vois, donc c'était vraiment vraiment chouette. Et en fait, ils n'ont pas pu me garder à cause du Covid. Et je me suis retrouvée du coup au chômage. Et je faisais toujours de l'équitation en parallèle. J'ai commencé l'équitation dès que j'ai gagné ma vie, donc à mon premier travail en agence à... Et du coup, en parallèle, je continue toujours l'équitation et tout. Et du coup, je passais beaucoup plus de temps à l'écurie, forcément, vu que j'étais au chômage. Et en fait, une fois, j'ai dit à une copine « Oh, tu veux pas qu'on fasse une vidéo là-dessus? Ça pourrait être trop drôle, filme-moi en train de faire ça. » Et du coup, j'avais fait... justement une petite vidéo drôle que j'avais postée sur mon compte Insta perso et qui était privé hein, et toutes mes copines, enfin tous les gens ma famille et tout me disaient ah mais c'est trop drôle, c'est trop vrai et tout voilà. Et du coup je me suis dit ah bah tiens je vais en refaire une. Et j'en refais une pareil, tout le monde me dit ah mais c'est trop drôle et tout, je savais pas que tu joues aussi bien, t'es trop drôle. Et du coup, moi, ça m'a commencé à... Alors là, l'influx de dopamine au maximum. Voilà, exactement, le pic de dopamine en mode « Ah, j'ai de la reconnaissance pour quelque chose, je fais rire les gens et je les fais sourire et je leur donne du bonheur, ah, ça peut être cool et tout. » Du coup, je me suis dit « Bon, je vais poster sur TikTok. » Et en fait, je poste comme ça genre à 23h mes 2 pauvres vidéos. Et en fait, genre, elles font plus de 10 000 vues en moins de 24 heures et tout. Et je me dis « Waouh, les gens, ils répondent et tout, ils se reconnaissent, ils trouvent ça cool. » Ah oui, donc instantanément. Oui, instantanément. Vraiment. Genre vraiment beaucoup de chance, donc instantanément. Et c'est grâce à ça, hein, clairement, que ça a lancé la machine. Hein. Et du coup, j'ai commencé à en faire. J'ai commencé à en faire plein. Et ça marchait, et je grossissais. J'ai très vite grossi sur TikTok. Sur Instagram, ça a mis beaucoup plus de temps, parce que c'est pas du tout le même algorithme. Et en fait, un jour, il y a un directeur d'agence, un gérant d'agence, qui me rappelle, 7 mois après que j'avais déposé ma candidature, hein, juste pour l'info, 7 mois plus tard. Il a répondu. Il a répondu. Et donc du coup, il y a un gérant d'agence qui me répond et qui me dit « Ah Julia, j'aime bien ton book, est-ce que tu veux venir faire un entretien et tout, ça pourrait être chouette. » Du coup, je me dis « Oh bah quoi, chouette et tout », surtout que j'avais eu des très bons échos de cette agence d'archi. Et du coup, j'ai fait l'entretien et ça s'est bien passé. Et il m'a dit « Oh bah oui, si tu veux, viens travailler avec nous et tout. » Et du coup, 2 semaines plus tard, je commençais. Et il y avait eu plusieurs embauches en même temps que moi. Et j'ai tout de suite vu que j'étais censée être quelqu'un qui avait été embauché avec de l'expérience, vu que j'avais 3 ans d'expérience. Mais en fait, je me suis dit oui, mais j'ai travaillé en archi d'intérieur, j'ai travaillé 1 an en HMO chez mais j'ai pas vraiment vu grand chose. Enfin, c'est pas parce que c'est en fait tout ce que t'apprends, c'est pas du tout lié à tu te bats avec une mouche là. Non, il y a un moustique, pardon. C'est pas grave. Mais continue, je t'en prie. Je fais des gestes. J'essayais de pas rire. J'essayais de pas rire. Et du coup, je me suis rendu compte en fait que parmi tous les gens qui avaient été embauchés, moi j'étais censée avoir pas mal d'expérience et en fait, je voyais que eux étaient, enfin le même sentiment que j'avais à l'école d'archi, que eux étaient beaucoup plus passionnés et plus à fond et qu'ils savaient plus de choses et qu'ils avaient des personnalités différentes aussi au niveau de la discussion, de parler des projets et tout, tu vois, c'était vraiment différent. Et alors tout le monde a été super génial, vraiment super chouette agence et tout. Et sauf que du coup j'avais mes réseaux qui grandissaient à côté et je devais à côté continuer mes sketchs et tourner mes sketchs, donc ça me demandait beaucoup d'organisation, puis aussi sortir mon cheval aussi 7 jours sur 7, hein, faut pas oublier ça aussi. Donc du coup j'avais pas beaucoup de vie sociale. C'est un être vivant. Oui voilà, c'est un être vivant, donc du coup je devais m'en occuper aussi. Ce n'est pas du matériel que tu ranges. Voilà, c'est ça. Donc voilà, donc c'était quand même beaucoup de boulot, hein, je devais tout caser mes vidéos le week-end, je devais, enfin voilà, c'était vraiment intense pendant 8 mois, j'ai fait ça. Et j'étais beaucoup sur mon téléphone à l'agence, genre vraiment beaucoup. Et clairement, ça se voyait que je perdais goût à travailler sur mon ordinateur hein, et d'avoir ma petite place à côté de mon radiateur et de ma petite fenêtre ensoleillée.
à caresser. Alors que tu avais réussi ta vie. Voilà. En termes Oui, d'agence et d'architecture, tu avais tout. franchement, j'avais la meilleure place. En fait, j'avais quelqu'un qui était en congé maternité et que j'avais sa place. Et vraiment, c'était une des meilleures places de l'agence. Hein. Vraiment, j'étais bien accueillie et tout. Très bien, hein, vraiment. Ils se sont bien occupés de moi là-bas. Et en fait, un jour, je me retrouve à faire une nuit blanche. Genre une nuit blanche vraiment pour un concours, en fait, pour du coup la chef de projet. Et j'ai passé ma nuit à l'agence. Et genre le lendemain, j'étais vraiment détruite. Et l'associé ne comprenait pas pourquoi j'avais passé ma nuit à l'agence. Moi, je lui avais dit avant qu'elle parte que je trouvais qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire et que je me sentais pas capable voilà, de faire ça toute seule. Mais elle me dit, mais si, c'est bon, t'inquiète pas, machin et tout. Du coup, là, puis après, quand t'as la fatigue, forcément, t'es de moins en moins efficace et tout, donc voilà, clairement. Et du coup, elle avait sa réunion l'après-midi à 14h, et le dossier était fait, hein, mais du coup, elle a dû reprendre des choses, et moi, je suis rentrée chez moi dormir. Et genre, on a reparlé 2-3 jours plus tard, et elle m'a dit, écoute, Julia, je crois que t'aimes juste pas l'archi, en fait. Et je sais pas si tu as besoin que quelqu'un te le dise, mais je pense que c'est pas ta voix, en fait. Et elle connaissait mes réseaux, et elle aimait beaucoup ce que je faisais sur les réseaux. Et elle me disait, mais tu veux pas plutôt essayer de continuer là-dedans parce que on voit que t'as vraiment du plaisir et un talent pour ça et je vois qu'en archi, t'as pas du tout la même personnalité, c'est pas du tout toi, quoi, enfin, vraiment pas. Et tu es beaucoup sur ton téléphone, elle l'avait remarqué aussi. Et en fait, elle avait pas volé sa place d'associée, forcément. C'était la personne la plus diplomate que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Donc elle pouvait te reprocher la terre entière, tu ne te sentais pas agressée. C'était un truc de fou. Vraiment, elle parlait d'une manière tellement... agréable et tu sais monotone sans jamais aucune intonation dans sa voix que bah la pilule est très très bien passée genre vraiment bon c'était dur sur le moment, j'ai fait que pleurer hein, clairement mais parce que je pleurais pas pour ce qu'elle m'avait dit mais je pleurais parce que je me mentais depuis tellement d'années et que j'avais pas pu m'arrêter avant dans mon parcours et que je regrettais en fait enfin c'est horrible en fait de se dire bah j'ai fait tout ça, tout ce travail, j'ai tenu pendant mes 4 ans d'archi, j'ai fait ma HMO, oui, j'ai eu ma HMO, hein, j'ai oublié de le préciser. J'ai fait tout ce travail, enfin genre, j'ai fait tout ça, et aujourd'hui on me dit que je suis peut-être pas faite pour ça, il faudrait quand même vraiment que je finisse en gros par m'avouer au fond de moi la vérité. Et ça a été vraiment difficile, et au final, le lendemain, je me disais, elle a raison. Clairement, elle a raison, je veux pas continuer, ça me plaît pas, je suis tout le temps en stress, vraiment, ça va pas, quoi. Je sais pas mon élément, je me sens pas bien, je sais pas comment communiquer avec les gens, je sais pas quoi faire, je sais pas où chercher des informations, ça va pas. Et du coup, et bah, vu que mes réseaux commençaient à fonctionner vraiment très très bien, et que entre temps il y a quelqu'un de la SACD, qui est la Société des auteurs et compositeurs dramatiques, qui m'avait contacté, qui m'avait dit, parce que j'avais commencé à poster mes sketchs sur YouTube, et elle m'avait dit oui Julia, tu peux adhérer à la SACD si tu veux pour qu'on puisse te réclamer tes droits d'auteur auprès de YouTube. Et donc les droits d'auteur c'est de l'argent. Hein. Donc en gros c'est comme, pour expliquer, c'est comme par exemple un cinéma par exemple le GC à Strasbourg, il a besoin de films pour pouvoir diffuser et faire des entrées dans son cinéma. Donc en gros la YouTube c'est le cinéma, c'est le GC, le bâtiment, les gens qui y travaillent. Mais pour que les gens payent l'entrée pour rentrer dans leur cinéma, donc qu'ils puissent fonctionner économiquement, ils doivent avoir du contenu. Et bah, YouTube, c'est exactement pareil. Donc moi, je crée en fait du contenu sur YouTube et YouTube a besoin de créateurs qui créent du contenu. Donc du coup, en gros, la SACD, bah, ils disent oui, vous diffusez le contenu de Julia, il y a plein de gens qui viennent se connecter sur YouTube pour voir les vidéos de Julia, donc du coup, vous devez lui reverser un droit. Donc c'est les droits d'auteur. Mais je savais pas ça. Ça date de quand? Depuis toujours, c'est Beaumarchais qui l'a fait et ça date de l'époque des théâtres en fait. Si tu veux aller faire Non, mais sur YouTube, ça s'appliquait? Non, sur YouTube. Si, sur YouTube, attends, ça date déjà de Norman, je crois. Ou peut-être un petit peu après Norman, quelques années après. Mais en tout cas, ça date de... Il y a quand même plusieurs années, quoi. Mais après, par contre, la SACD, c'est uniquement pour le contenu humoristique. Donc si, par exemple, tu crées du documentaire sur YouTube, ça sera la SCAM. Donc eux, ils te rémunèrent pour tes documentaires, en gros. Pareil, c'est le droit d'auteur. Et après, par contre, tous les autres contenus, donc par exemple, je sais pas, je vais dire, par exemple, Enjoy Phoenix, elle peut pas réclamer ses droits à la SACD, parce que c'est pas du contenu humoristique, ou je suis pas sûre non plus que ça soit considéré comme un documentaire, les tutos maquillage et tout, je sais pas. Ou pas les vlogs non plus, les vlogs ne sont pas rémunérés, quoi.
À moins que tu fasses des blagues toutes les 2 minutes dans tes blagues. Et donc voilà, et donc du coup ils m'ont dit bah voilà, tu peux faire ton dossier, tu peux adhérer. Évidemment ils prennent un pourcentage de fonctionnement, mais c'est pas, enfin si c'est quand même beaucoup avec toutes les charges et tout. À la fin dans ma poche, j'ai un peu moins de la moitié forcément, mais du coup ça me fait déjà un bon petit revenu, déjà plus qu'un SMIC et non je vais même dire c'est plus qu'un salaire d'archi. Juste pour voilà, clairement, juste plus Donc, d'un salaire d'archi. 300 € tu touches. Parce que c'est vrai qu'on en a pas parlé, ça, mais clairement, le salaire des archis, c'est ridicule, hein, surtout quand tu commences. Bref, c'est un autre sujet. Alors, d'après l'ordre des architectes, 65% des architectes touchent moins de 2500 € par mois. Je sais plus si c'est brut ou net, mais voilà. Sûrement brut, parce que 2500, ça fait quoi net? Ça fait 1008, je crois, net, un truc comme ça. Et du coup, voilà, donc du coup, bah, eux, ils m'ont dit de faire mon dossier. J'ai fait mon dossier, il a été accepté. Donc du coup, je suis devenue adhérente à la SACD. Donc c'est très chouette. Et donc du coup, bah, tous les 3 mois, ils me reversent mes droits d'auteur des vues que je fais sur YouTube. Et ensuite, en plus, j'ai un revenu évidemment de YouTube et de TikTok, mais qui est très faible. Hein. TikTok, c'est que dalle. Hein. C'est genre 20 € le million de vues. Hein. C'est que dalle. Hein. Tu vis pas avec ça, ou alors il faut être dans les 10 premiers TikTokers mondiaux, quoi. Mais voilà, et donc du coup j'avais ouvert mon auto-entreprise, hein, évidemment je l'ai pas précisé, mais je l'ai ouvert très rapidement hein, quand j'ai commencé à... Même sans la SACD, parce que j'avais fait aussi des missions de journalisme par exemple pour le département du Calvados. Et donc du coup forcément il me fallait une auto-entreprise quoi. Et voilà, et donc du coup je me suis dit bon ok, je fais ça, et la fin de mon contrat c'était un CDD que j'avais, heureusement. Et du coup, mon contrat s'est arrêté le 31 décembre 2021. Et du coup, je me suis lancée à plein temps sur les réseaux sociaux le 1er janvier 2022. Donc voilà, donc ça c'est très chouette. C'est très chouette, c'est une très jolie aventure et ça continue à grossir, donc c'est très très cool. Et c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable, hein, vraiment. Surtout que c'était Non, mais c'est fou. Ouais, comment la vie peut changer en une seconde. Non, mais t'as quand même eu, en quelque sorte, je critique pas du tout ce travail, mais t'as eu un coup de bol à la base. Oui, que ça marche tout de suite, oui. En fait, je pense que le coup de chance, clairement, j'ai construit, j'ai fait beaucoup de travail, hein, c'est moi. Oui, non, mais ça tourner et tout, tu peux devenir célèbre sur les réseaux sociaux, mais il faut quand même donner à manger aux gens, c'est-à-dire il faut quand même créer des choses. Et quand tu crées des choses, comme toi avec ton podcast, c'est du travail et tout, tu vois. Il faut donner à manger aux gens. Non, mais c'est ça, moi, les réseaux sociaux, je te jure, moi, je les vois trop comme ça. Les gens, ils ont faim de contenu numérique. Ça les soulage sur plein de leurs angoisses et tout, parce qu'ils ont l'impression d'oublier des choses concrètes de la vie qui les bloquent ou qui les stressent et tout. Donc du coup, en se mettant devant TikTok, Instagram et compagnie, ils ont l'impression que leur vie s'adoucisse, tu vois, parce qu'ils peuvent ressentir d'autres émotions qu'ils ressentent pas forcément, et des émotions pas forcément disponibles tout de suite dans leur quotidien, tu vois. Mais oui, le coup de chance, c'est que, coup de chance, mon humour plaît à des gens. C'est ça le coup de chance, quoi, clairement. Et alors, je suis dans une petite niche, genre qui est l'équitation. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui me suivent qui font pas du tout d'équitation, donc je trouve ça trop marrant. Et il y a plein de gens aussi qui m'écrivent... C'est drôle, même au-delà du domaine. Oui, même au-delà du domaine. Et il y a plein de gens aussi qui me disent « Bon, t'as fini avec l'équitation, ce serait quand même cool que tu passes à des sketchs sur la vie quotidienne. » Et ça me fait trop rire. Et du coup, j'ai commencé à faire un autre compte, mais je suis pas du tout investie dedans pour l'instant, parce que c'est vraiment l'équitation, le sujet qui me plaît le plus. Mais du coup, j'ai commencé un autre compte qui s'appelle Julien Off, et j'ai déjà fait 2-3 petites vidéos, 2-3 petits sketchs sur l'architecture, et j'ai plein d'idées, mais je prends pas le temps de le faire. Mais voilà. Et ça continue, donc c'est cool. Très très cool. Mais du coup, t'as réussi, parce que maintenant t'es toute seule là pour l'instant à faire ça, et du coup t'arrives, à quoi ressemble ta semaine type Oh mon Dieu, toi aussi tu me réclames un One Day in My Life en vidéo YouTube. Non, je rigole. Comment, alors, déjà... vas-y, fous-toi de ma gueule. Non, je rigole. Non, mais parce que c'est une demande que j'ai tout le temps, ça, c'est une journée avec moi, tu vois, genre... Alors, comment Non, mais c'est plutôt professionnellement. Ouais, professionnellement, du coup, comment je fais si c'est un petit peu à la zeub, ou alors si t'as réussi quand même à cadrer un petit peu... Alors, au départ, c'était ma grosse angoisse, c'est parce que je ne suis pas du tout quelqu'un d'organisé, hein. Je suis une artiste dans l'âme, donc du coup, je ne suis pas du tout organisée et tout.
Et donc du coup au départ j'étais un peu tout le temps dans l'angoisse en fait de plus avoir d'idées en fait. Ça c'était ma grosse angoisse. Et des fois elle ressurgit mais j'ai juste à regarder mes 10 000 cahiers après d'écrits, de vidéos déjà écrites. Et après je me dis c'est bon, t'en as en stock des vidéos, ne t'inquiète pas, ça va pas s'arrêter demain. Donc déjà il y a ça qui a mis un peu de temps à se combler mais ça allait. Parce que c'est quand même très stressant hein, de se dire du jour au lendemain que tu quittes le système salarial et te dire bah voilà maintenant c'est que toi en fait. Tu es la seule à créer ce qui tombe sur ton compte en Plus banque. de Quoi. parachute. Voilà, plus de parachute. Et moi j'étais beaucoup intéressée par tous les livres d'auto-entrepreneuriat, donc du coup j'en ai écouté plein parce que je déteste lire, donc du coup j'écoute les livres parce que je déteste lire. Et du coup, ben, j'ai lu j'ai écouté plein de livres audio, et dont La semaine de 4 heures, enfin c'est les livres les plus connus, où tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. C'est un autre livre qui s'appelle comme ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, oui, et ce que je ressens, c'est tout à fait normal, et il y a plein de gens qui sont très angoissés de se lancer seul et tout. Moi, la chance que j'ai, c'est que ça a tout de suite marché. Alors, l'argent n'est pas rentré tout de suite forcément facilement, mais voilà, en tout cas, j'ai d'un coup eu de la visibilité, donc si tu arrives à avoir une grande audience, tu peux après la moduler pour la monétiser plus tard. Après, j'ai pas encore trouvé exactement comment je voulais la monétiser, parce que je ne suis pas vraiment une influenceuse dans l'âme, donc je ne suis pas trop du genre à recommander des crèmes cellulite. Et ensuite, au niveau organisation de ma semaine, alors clairement, je ne travaille pas 8 heures par jour, hein, clairement, et je vais sûrement faire des envieux et tout. Mais donc, moi, ma base de travail, c'est de faire au moins 5 sketchs par semaine, donc 5 à 7 sketchs. Suivant le sketch, suivant les sketchs, ça peut être plus ou moins long à tourner. Ou à écrire aussi. Parce que des fois, je m'amuse à faire des tout petits courts-métrages, mais ça demande beaucoup d'écriture de scénario, qui me prennent déjà, par exemple, 2 heures d'écriture. Ensuite, je fais 1 heure de storyboard, parce que je fais toutes mes vidéos sur storyboard. Il n'y a rien que Enfin, je me pointe pas à l'écurie avec mon trépied, je fais « Hey, je vais faire un plan comme ça, et un plan comme ça, et comme ça !» Et après, je vais les monter ensemble et ça fera quelque chose. Ça marche pas comme ça. Enfin, en tout cas, pas avec moi. Il faut vraiment que tout soit écrit. Ça, c'est intéressant parce que moi, j'ai jamais réussi. Je suis trop bordélique. Moi, je suis trop artiste. Moi, j'ai jamais réussi à faire des vidéos avec storyboard. Mais c'est parce que t'as jamais été Mais dans chaque la fois, situation... je me dis, t'aurais dû faire un storyboard. Non, mais c'est parce que t'as jamais été confronté à la situation que j'ai connue directement. C'est que quand j'avais une idée en tête, donc tout au début, forcément, je faisais pas de storyboard. Et un jour, parce qu'à la base, j'avais pas de trépied, c'était une de mes copines qui me filmait. Du coup, je pouvais discuter avec elle et lui demander Enfin, je pouvais discuter avec elle, donc il y avait une construction, entre guillemets, dans l'idée, tu vois. J'avais un échange. Donc du coup, la vidéo se crée comme ça. Et puis on rigolait, donc du coup, on trouvait des délires et tout. Sauf qu'un jour, mon adorable copine Géraldine ne pouvait plus faire le trépied, parce qu'à un moment, je pouvais pas lui demander... ok, elle était en congé mat, mais je pouvais pas lui demander tous les jours de venir faire des vidéos avec moi. Enfin, Putain. Ouais, merde, quoi. Et gratuitement, en plus. Et donc, du coup, un jour, je lui ai dit, écoute, je vais m'acheter un trépied, puis je vais essayer de commencer à les faire toute seule, et puis... tu m'as remplacé par un vulgaire bout de plastique. J'appelle toujours mon trépied Géraldine. Mon trépied s'appelle Géraldine. C'est toujours le nom que je lui donne. Et donc un jour j'ai commencé à en faire toute seule avec mon trépied, et elle continuait un peu à m'aider des fois, et puis un jour comme maintenant je tourne toute seule avec mon trépied. Et sauf que la première fois où j'ai dû tourner avec mon trépied toute seule, je suis arrivée à l'écurie et je me suis retrouvée comme une conne avec un blanc dans ma tête, tu vois. Genre j'étais en mode oh, mais qu'est-ce que je fais comme vidéo en fait, genre comme ça, tu vois. J'étais en mode ah mais je sais plus, parce que j'avais rien écrit, rien préparé. Et parce qu'en fait j'arrivais dans une situation où j'étais plus en train de parler avec ma copine, j'étais en train de parler toute seule. Donc du coup, d'un coup, la normalité, entre guillemets, d'avoir un échange social avec quelqu'un s'est transformée en une sorte de gêne à parler avec un bout de métal et un appareil photo, enfin une caméra, tu vois. Et c'est un peu particulier comme sensation, et c'est clairement se donner en spectacle. Donc il y a quand même des gens à l'écurie tout le temps, hein. Il y a des gens qui travaillent, et puis au départ, personne ne savait ce que je faisais exactement. Il y en a 2-3 qui savaient que je faisais des sketchs, mais tout le monde n'était pas au courant, tu vois. Donc du coup, c'était un peu bizarre, quoi. Les gens, ils me regardaient trop bizarrement. Mais qui est-ce qu'elle fait avec son trépied, tu vois. Et du coup, il y avait ça, en fait. Et je me suis rendu compte que si j'arrivais préparée avec mes storyboards, et ben même si j'étais angoissée de tourner ma vidéo devant tout le monde, que j'avais honte, que j'étais gênée et tout, j'avais juste à prendre mon papier, de lire la première ligne, de regarder le petit dessin, et c'était marqué, voilà, tu dois poser ton trépied ici, tu dois faire tel réglage, et tu dois te mettre de telle manière, et tu dois dire telle phrase. Et du coup, ça, le fait d'être complètement, tu vois, que ça soit tout écrit,
bah, c'était beaucoup plus simple, quoi. Et même quand j'ai la flemme aussi, parce que des fois, ça me saoule, en fait, de faire une vidéo, parce que ça prend beaucoup d'énergie de jouer des personnages, forcément. Et ben, d'avoir cette storyboard, ça me permet de me dire, allez, je sais exactement ce que je dois faire, fais-le, tout est là, en fait, il y a juste à tourner l'image, c'est tout. C'est tout simple, hein, c'est pas du grand dessin. J'ai commencé d'ailleurs à faire mes storyboards en BD, en fait, et à faire des vrais dessins à l'aquarelle. Et j'aime trop, mais ça me prend trop de temps. Donc, Trop du coup, long. ouais, mais j'aime trop, hein, et j'aimerais trop faire comme projet un livre de BD, tu vois, j'adorais trop, mais j'ai du mal à me poser, à le faire et tout, c'est assez compliqué. Mais vu que les histoires m'appartiennent, je peux les tourner dans tous les sens, vraiment. Et en général, donc du coup, mes storyboards, c'est très simple, hein, c'est juste un carré qui me permet à peu près de définir mon Et angle, plan large, voilà, plan quel type de serré. plan je veux, et est-ce qu'il y a un cheval qui apparaît, et en dessous, j'écris qu'est-ce que je dois dire, et je décris l'émotion. Et quand je fais mes storyboards, c'est très drôle, un jour, il faudra que je me filme, mais je vis déjà l'histoire, donc du coup, j'ai mes expressions faciales, tu sais, comme un acteur qui répète sa scène autour de la table avec tous les acteurs, tu vois, enfin, genre vraiment ça, quoi. C'est assez drôle. Et donc voilà, et donc du coup après je vais à l'écurie avec mon matériel, et ça m'arrive plein de fois d'oublier des trucs, ça, c'est très très chiant. Maintenant j'ai à peu près tout à chaque fois parce que j'ai commis plein de fois les erreurs d'oublier mon matériel. Et après je me lance, je tourne, et puis après je rentre chez moi et je filme, et je monte. Monter des petits sketchs de 30 secondes, c'est forcément plus rapidement. Alors des fois, il y en a où forcément avec le temps, mes plans se sont complexifiés. Enfin, j'ai ajouté beaucoup plus de finesse, où j'ai fait des références à des films ou des choses comme ça. Donc forcément, parfois, ça demande un peu plus de montage, ou je dois faire des petits effets spéciaux. Hein. Je fais jamais de trucs incroyables. Hein. Moi, c'est vraiment le côté authentique et un peu artisanal qui plaît trop aux gens aussi, je pense, et moi qui me plaît trop. Et donc ça, pour une vidéo, alors une vidéo, ça peut me prendre vraiment, vraiment un bon jour. Parce qu'il y a aussi l'environnement extérieur, hein, dans l'écurie qui peut poser un problème. Parfois, il y a des avions qui passent, donc au niveau du son, c'est chiant. Il y a les gens qui travaillent, il y a les gens qui montent, et évidemment, priorité à ces gens-là. Donc du coup, c'est... Voilà. Et ensuite, maintenant, la problématique que j'ai, c'est qu'il y a des gens qui cherchent à venir me voir à l'écurie. Et ça, c'est galère, parce que du coup, au moment où je fais une vidéo, je suis en train de travailler, donc clairement, ça me fait chier, quoi, quand on vient me demander une photo, un truc comme ça, quand je suis en train de travailler, tu vois. Ça me fait chier, quoi. Et moi, j'aime bien qu'on me laisse dans ma petite bulle et qu'on me laisse travailler. Et ça, maintenant, les gens qui travaillent à l'écurie, et mes amis et tous les gens qui me connaissent à l'écurie le savent, que quand je tourne une vidéo et que je suis avec mon trépied, on ne vient pas me faire chier. Voilà, comme ça, c'est clair. Et du coup, une vidéo, ça peut me prendre genre 3 minutes à tourner, 3 minutes à monter, et 3 minutes à publier. Donc une vidéo, ça peut être juste 10 minutes, ou alors ça peut être 4 heures de travail. Genre ça dépend tellement en fait de la vidéo, de la complexité de la vidéo, s'il y a différents personnages, si je dois travailler de jour, de nuit, enfin c'est vraiment variable. Donc j'aime bien narguer les gens en disant que en une après-midi j'ai fait mes 5 à 7 vidéos. C'est pas vrai, parfois ça me prend beaucoup plus de temps. Si j'ai ces 5 à 7 sketchs, c'est bon, je peux manger à la fin du mois. Mais après, je rajoute des vidéos YouTube, et là, les vidéos YouTube longues, ça me rajoute très longtemps, les vidéos YouTube. Parce que, par exemple, là, je suis en train de faire une série de vidéos sur mon entraînement à la motte. De la tournée, ça me prend déjà le temps, en fait, que je fasse mon entraînement et tout. Donc il faut que quelqu'un me filme à cheval et tout, donc ça demande un peu plus aussi d'organisation et de logistique. Et ensuite à filmer, donc dérocher, ça me prend déjà au moins 1 heure pour une vidéo de 30 minutes. Et ensuite à rajouter toutes les musiques, toutes les voix off, parce que moi je fais beaucoup d'images figées avec des voix off, ça me permet de rajouter plein de trucs que j'ai pas dit sur le moment. Et ensuite tous les petits effets, les petits dessins, les petits trucs comme ça que je rajoute. Donc ça me prend vraiment du temps. Et ça peut me prendre 2-3 jours de travail, quoi, pour une vidéo. Donc voilà, en tout cas, je suis beaucoup moins stressée, clairement. Hein. Beaucoup moins stressée que quand j'étais en archi. Et d'être son propre patron, je crois que c'est le truc le plus chouette possible, quoi. Vraiment, ça, c'est vraiment trop, trop génial. Du coup, je peux me lever à l'heure que je veux dans la journée. Je peux respecter ma personnalité parce que j'aime bien travailler, moi, le soir. Oui. Et... Bah oui. mais travailler le soir dans une agence d'archi, ça me faisait chier, hein, clairement. Non, mais Je c'est préfère la l'avoir. différence entre horaire imposé et horaire choisi. Tu peux te faire des Oui, charrettes voilà, c'est ça. ponctuellement, mais si tu te les as prévues, c'est bon. Oui, voilà, c'est ça. Et enfin, moi, en tout cas, je préfère. Et c'est surtout la passion. Genre, je suis beaucoup plus passionnée par ce que je fais maintenant, de faire mes petits sketchs, de faire rire les gens. Et oui, et aussi la face cachée de l'iceberg pour le travail, c'est que ce que je produis vraiment
ce qui me demande vraiment du temps et la production et qui fait que je grossis et que je reçois de l'argent, c'est la création de contenu, créer des vidéos. Mais ce qu'il y a derrière et que je ne suis pas rémunérée, c'est entretenir une communauté. Donc c'est répondre tout le temps à des gens, à des sollicitations toute la journée, tout le temps, sur les DM, sur les mails, sur les commentaires. Là, je peux même plus suivre tous les commentaires, c'est pas possible sur mes 3 réseaux, YouTube, TikTok et Instagram, je peux pas vraiment, c'est beaucoup trop de commentaires. Gérer aussi la haine, même si j'en ai pas trop. Sauf quand j'ai fait des vidéos, par exemple, qui comparent l'équitation et le foot, t'as tous les footeux qui viennent me casser la gueule. Mais voilà, il y a ça qui demande aussi beaucoup de temps et de gérer et qui peut provoquer des émotions. Mais ça va, tu vois, c'est pas, voilà, c'est quand même tenable, quoi. Après, c'est moi aussi qui mets un point à l'honneur à essayer de répondre à plus de gens possible et tout. Jusqu'à maintenant, j'arrive à répondre à tous mes DM, mais ça commence à être vraiment beaucoup, donc c'est vraiment difficile parfois. Mais ça, d'ailleurs, j'imagine que humainement, ça doit être assez étrange d'avoir autant de personnes qui te suivent. Enfin, moi, déjà, là, 1000 personnes sur le podcast, j'arrive à visualiser le fait que c'est un grand amphithéâtre. Mais est-ce qu'au bout d'un moment, tu visualises plus et t'imagines ça juste comme un blob, ou alors t'as conscience du fait que... Ah non, je pense comme tout le monde, quand j'ai atteint déjà 1000 personnes sur mes réseaux, j'ai cherché ce que c'était, à quoi ça correspondait 1000 personnes, clairement. Je me rappelle avoir cherché la contenance de la laiterie, qui est de 3000 personnes, il me semble, de tête. Salle de concert à Strasbourg, pour les non-strasbourgeois. Voilà, c'est ça. Et donc j'ai déjà cherché ça comme ça. Et ensuite, quand je suis arrivée à 100 000 sur TikTok, je me suis dit, waouh, 100 000, ça fait quoi ? Et je crois que c'est le Stade de France, je crois, qui fait 100 000 places, un petit peu moins. Et là, comme ça, je me suis dit, non, je réalise pas. Non, pas du tout. Parce qu'en fait, si tu veux, ça reste sur Internet, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas ma vie quotidienne. Ce sont des gens qui se connectent à un endroit. Et à un endroit que moi, j'ai décidé de mettre des choses. Et je leur autorise à regarder. Mais du coup, j'ai pas l'impression, en fait, que c'est moi. C'est pas moi, Julia, tu vois. C'est mon nom de scène. Non, je déconne. Mais tu vois, c'est mon autre personne Enfin, c'est mes vidéos, en fait, mais c'est pas moi, tu vois. C'est très bizarre, du coup. Oui, t'as réussi à cloisonner, comme tu fais aussi... spécifiquement équitation. Oui, voilà, oui, j'ai cloisonné, mais naturellement, en fait, je me suis jamais sentie... Tu vois, par exemple, quand je vais en concours, forcément, en concours d'équitation, forcément, il y a tout le monde qui me reconnaît. Mais des fois, je dis que je vais sur tel concours, et des fois, j'y vais en touriste pour voir mes copines parce que je participe pas au concours. Et parfois, des fois, quand je vais m'acheter, je sais pas, une tarte flambée à la buvette, t'as quelqu'un qui va me regarder trop bizarrement, tu vois, par exemple, qui est en train de faire ma tarte flambée, et qui va me dire... Ah, c'est marrant, vous ressemblez trop à la fille qui fait des vidéos sur Internet. Mais non. Et du coup... non, j'ai jamais osé répondre ça, mais j'ai déjà répondu... oui, c'est parce que c'est moi, en fait. Mais tu vois, d'une manière, comme si on disait, ah, ton t-shirt, il est rouge. Oui, mon t-shirt est rouge, tu vois. Comme ça, tu vois. Et du coup, moi, je suis un peu en mode, ah oui, c'est moi, ouais. Et du coup, les gens, là, ils font « Ah, j'aime trop tes vidéos et tout !» Et c'est trop cool, tu vois, c'est trop chouette. Mais c'est juste que c'est bizarre parce que t'es pas forcément prêt, quand tu fais tes courses ou que tu vas acheter ta bière ou ta tarte flambée à la buvette ou au bar, t'es pas prêt à que quelqu'un rentre dans cette partie de ta vie. Parce que là, au moment T, toi, t'as l'impression d'être dans ta partie privée de ta vie. Et ce que moi, je mets sur les réseaux, c'est la partie publique, ce que je décide de partager. Mais du coup, quand les gens, d'un coup, entrent dans ma partie privée... c'est très bizarre et très... parfois, c'est très intrusif, en fait. Et même une fois, j'ai dû déménager, déjà 2 fois, d'ailleurs, parce qu'en fait, des gens trouvaient mon adresse et venaient sonner chez moi. Quand ils me voyaient en bas mettre mon vélo, par exemple, chez moi, tu vois. Yes. Et ça, c'était un peu... c'est un peu chiant, un peu quoi. Too much. Après, ils sont... Ouais, après, ils sont pas méchants, hein, ça reste des gens gentils, mais c'est juste que c'est un peu bizarre quand tu arrives chez toi et que tu accroches ton vélo devant chez toi et il y a quelqu'un qui dit derrière « Ah, t'es Julia de Entre ses oreilles, j'aime trop tes vidéos !» Tu vois, tu te sens vraiment comme si t'es dans la douche et qu'on tire le rideau, quoi. Genre, c'est exactement ça, quoi. Quand tes parents, quand t'étais jeune, disaient « Mais de toute façon, personne te regarde. » Sauf que maintenant, les gens te regardent. Ouais, non, mais grave. Non, mais voilà, c'est bizarre, du coup. Et après, oui, on me reconnaît à Strasbourg. Alors, forcément, on me reconnaît moins dans la rue à Strasbourg que quand je suis sur un événement équitation ou un concours. Là, forcément, par exemple, j'ai fait Équitalion l'année dernière. C'était, l'année dernière. Équitalion, c'est un salon du cheval très connu à Lyon.
je ne pouvais pas faire 2 mètres dans le salon sans qu'on me demande un autographe, une photo ou parler avec moi, tu vois. Après, j'étais dans un bon mood social, donc ça allait, tu vois. Mais parfois, j'ai des moods où j'ai pas envie de voir les gens, tu vois. Et quand je suis à l'écurie, malheureusement, quand les gens viennent comme ça, bah moi, ça me fait chier parce que des fois, je suis dans un mood où j'ai juste envie d'être invisible. Tu sais, où t'as envie juste de faire ton activité, ou tes courses, ou je sais pas quoi, et t'as envie d'être en chaussettes claquettes, tu vois. Enfin, genre, et c'est tout, tu vois. Là, Alors, tu décides. si Superman m'a appris un truc, mets des lunettes, les gens te reconnaîtront plus après. Ah, mon Dieu, tu sais que je suis déjà allée en concours avec une casquette, des lunettes de soleil et un masque quand c'était le Covid et qu'il fallait encore mettre enfin c'est toujours le Covid, mais qu'il fallait obligatoirement mettre un masque pour partir en concours. Les gens me reconnaissaient. Mais non. Alors que genre, je te jure, genre ça doit être majestuel, je sais pas, je dois avoir un truc, tu vois, je dois marcher d'une certaine manière, je sais pas. Ou rire d'une certaine manière, je sais pas. Mais donc du coup, bah les gens, bah ouais, me reconnaissent même si j'ai un sac poubelle sur la tête, tu vois. Donc du coup, c'est très cool, hein, c'est très agréable et tout. Je me rappelle encore la première personne qui m'avait reconnue. C'est très chouette, tu vois. C'est trop cool de voir les gens en vrai qui te disent ah, j'aime trop ce que tu fais, j'aime trop ta vision de voir les choses et tout. C'est trop chouette. Mais je veux pas entendre ça et j'ai pas forcément envie d'avoir des gens qui viennent me dire ça à toutes les secondes de ma vie, tu vois, quand je suis en train de faire mes courses ou je sais pas quoi, tu vois. Des fois, c'est un peu difficile à gérer, quoi. Et on dirait que t'as pas le droit de pas être sympa aussi. Tu vois, moi, je suis un peu une rageuse en vélo, comme tous les cyclistes à Strasbourg, j'ai envie de dire. Donc, du coup, quand les voitures, ils me coupent la route, ou que t'as un piéton qui est con et qui se sent agressé parce que tu lui as mis un coup de sonnette parce que il était sur la piste cyclable, bah, moi, je réponds, je m'énerve, j'insulte les gens aussi comme tout le monde. Et je me suis toujours dit, oh mon Dieu, un jour je vais insulter quelqu'un qui adore mes vidéos et ça va être trop gênant. Genre, d'un coup, je vais devoir reprendre ma poker face de meuf super sympa. Julia, derrière le succès, une personne Une rageuse âtre, en une vélo. véritable diva, vulgaire Non mais trop. Non, et dangereuse à vélo. Ouais. Non mais c'est ça, tu vois, c'est juste ça qui est un peu galère, c'est que aussi les gens pensent qu'ils me connaissent en fait, parce qu'ils me voient d'une certaine manière sur les réseaux, parce que je décide. Alors moi, je fais un contenu purement humoristique, donc du coup, bah forcément, les gens ils pensent que je suis toujours en train de rire et toujours de bonne humeur, genre tout le temps, tu vois. Et donc du coup, quand ils me voient en vrai et que je suis pas contente, et bah du coup, ils sont un peu en mode ça va, genre en mode voilà, ou enfin, et ils comprennent pas que eux me connaissent peut-être à travers enfin, ils connaissent mon visage, mais ils me connaissent pas en tant que personne, ils connaissent ce que je crée, mais ils me connaissent pas moi. Et surtout, moi je ne les connais pas, moi je ne les ai jamais vus. Donc juste, imagine-toi, être au supermarché ou marcher dans la rue, et que t'as quelqu'un qui vient te dire ah, je peux prendre une photo avec toi. Genre cette personne, tu la connais pas. Ou qui te regarde, qui te dévisage, tu vois. Ça m'est arrivé et ça c'était trop gênant, parce que c'est une de mes abonnées en fait. Et genre j'étais en train de manger ma salade sur un banc à Strasbourg, tu vois, quand j'étais encore en archi dans une agence. Et genre je prenais ma pause de midi, tu vois. Et d'un coup il y a une meuf qui passe et qui me regarde, mais genre avec un air, mais genre qui me regarde de haut en bas en fronçant les sourcils et en fixant, tu sais. Et moi j'étais en mode quoi, tu veux une photo? Genre comme ça, tu vois, en rigolant. Et la fille, elle me fait oh, mais t'es entre ses oreilles. Et j'étais en mode oh mon Dieu, mince, j'ai été horrible avec elle alors qu'elle se demandait juste en fait. Et parce que j'oublie en fait. Je vais balancer un crouton. Je regrette. Non mais tu vois, quand je mange ma salade ou au resto aussi, j'ai déjà été au resto, genre dans la cave d'un resto italien, je me rappelle à Nancy, tu vois, il y avait personne. On était au resto avec mes potes et puis d'un coup, genre il y a une mère qui sort d'une part, une dame, et qui commence à prendre une voix super grave et qui fait oui, ma fille vous a reconnu, et enfin moi je vous connais pas, mais il paraît que vous faites des vidéos drôles sur Instagram, est-ce qu'il pourrait faire une photo avec vous s'il vous plaît? Et genre moi j'ai bugué en mode pardon, et après je me suis dit ah oui c'est vrai, j'ai oublié, je fais des vidéos et il y a plein de gens qui voient mon visage, tu vois. C'est vrai que c'est mon métier. Tu vois, non mais oui, mais du coup c'est bizarre, tu vois, parce que moi j'ai toujours l'impression d'être quelqu'un de lambda, parce qu'il y a personne en bas de chez moi qui... Enfin je veux dire, je vois pas les gens qui regardent mes vidéos, donc c'est très factice en fait. Genre c'est très très factice, c'est juste un chiffre en fait sur la vidéo, c'est tout. Voilà. Mais très bien, c'est super intéressant. Ouais, c'est cool, c'est cool. Bon, du coup, le podcast a un peu dévié sur ma vie, sur les réseaux sociaux et tout. Mais, non, mais c'est le but, le podcast, c'est vraiment parler d'architecture et parler de ce que font les gens de leurs nouvelles orientations. Maintenant. Ok, d'accord. Okay. C'est l'objectif. Donc voilà, moi j'ai arrêté l'archi et je me suis dit que j'allais devenir célèbre.
Vraiment, Je rigole évidemment. comme j'aurais pas réussi à être célèbre avec l'architecture, Ouais, c'est j'ai ça. vu Parce qu'en fait, à TikTok ça l'école... monter, du coup. Ouais, non mais voilà, parce que après tout, à l'école, on m'a quand même dit 50 000 fois que j'allais devenir hyper célèbre, parce que tout le monde allait adorer ce que je fais. Donc je me suis dit, non mais je me suis fait arnaquer, donc je vais chercher une autre voie, voilà. J'étais faite pour être célèbre, donc finalement l'école avait raison. J'étais faite pour être Bah célèbre. oui, complètement. Mon Dieu, je me fais passer pour une fille tellement hautaine, là. Je ne suis pas comme ça du tout, hein. Je rigole Je vais évidemment. charcuter le podcast, je vais te faire apparaître comme quelqu'un d'horrible. Ouais, voilà, c'est ça. Et je Yeah. tiens à dire que je suis très reconnaissante pour tout. Bien sûr, évidemment, je suis très reconnaissante pour tous les gens qui regardent. Ce sera Je coupé sais que ça, j'ai donc énormément vas-y. de chance. J'ai énormément de chance, je le sais, et vraiment, j'en ai totalement conscience et je prends absolument pour rien pour acquis, clairement. Vraiment rien du tout. Parce que je sais que tout peut s'arrêter à la seconde. Une mauvaise story, une mauvaise blague, tout peut s'effondrer. Vous connaîtrez la suite dans le 3e épisode. Chapitre 3. La Je chute. suis une bonne scénariste, hein. Incroyable. Mais justement, est-ce que tu as de nouvelles aspirations maintenant parce que tu m'avais dit que tu faisais un petit peu, en quelque sorte, agence de com, enfin agence de conseil un petit peu en audiovisuel pour d'autres personnes. Tu as évoqué le fait que tu avais fait un petit peu de journalisme pour je sais plus le Calvados. Ouais, pour le département du Calvados. Le département du Calvados. On se croirait dans un... Attends, on se croirait dans la musique d'Orelsan, là. Big up à tout le Calvados, tu sais, dans... Je sais pas si t'aimes bien Orelsan, mais il y a une chanson qui s'appelle Radio Phoenix, et t'as le présentateur radio qui fait Big up dans tout le Calvados. Bref, c'est pas grave, désolé si tu connais pas Orelsan. J'ai pas la ref, mais les auditeurs l'auront, je suis sûr. Je te l'enverrai, t'inquiète. Ouais. Du coup, oui. Donc, du coup, en fait, le Calvados, en fait, on m'avait contacté parce que une des personnes qui travaille dans l'agence d'audiovisuel faisait du cheval et connaissait mon travail et mes blagues et tout. Et du coup, elle aimait bien ma personnalité et elle m'a demandé si j'étais intéressée pour faire ce genre de travail. Ok, j'ai répondu oui avec grand plaisir. Et du coup, le Calvados m'a contacté et il m'a dit, voilà, il nous faut, pour un événement cheval, il nous faut quelqu'un qui anime 6 épisodes de 3 minutes sur plusieurs activités qui va se passer dans le Calvados autour de Caen. Et du coup, et puis il nous faut quelqu'un en rapport avec le cheval parce que forcément c'est un événement cheval. Et parce qu'avant ils avaient déjà pris une journaliste mais qui était pas spécialement... donc elle était très pro, elle s'exprimait très très bien, mais elle était pas forcément dans le cheval. Et moi j'étais l'inverse, j'étais dans le cheval, je ne m'exprimais pas correctement du tout. J'étais stressée à parler à la caméra. Non mais c'était horrible. Et puis en vrai c'est hyper... Non mais moi je reviens toujours pas que j'ai réussi à faire ça parce que moi à la base je sais que c'est très paradoxal ce que je vais dire, mais je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime se mettre en avant à la base. Genre je déteste qu'on me regarde, je déteste. Moi, je suis quelqu'un de très casanier. J'adore regarder la télé le soir, enfin Netflix, des séries, et sous ma couette et rien faire. J'ai l'impression, j'écoute plein de podcasts avec plein de gens, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens qui sont sur le devant de la scène, qui sont comme ça, qui arrivent juste, peut-être déjà, à cloisonner en se disant ça c'est mon exutoire, c'est mon interaction. C'est ça, exactement. Mon interaction. Exutoire, c'est le très bon terme, ouais. Ouais, c'est ça. Je suis pareil, je te rassure. Je suis hyper casanier, pourtant c'est moi dans ma classe qui fait un podcast. Ouais, ça n'a pas de sens. Mais parce que j'ai des choses à dire et c'est aussi mon exutoire. J'ai des choses à dire. C'est un très bon terme. Non mais grave. J'avoue avoir lavé mon linge sale plusieurs fois sur des vidéos de meufs qui m'énervaient à l'écurie. J'avoue. Mais j'ai toujours vraiment conscience que même quand j'avais pas beaucoup de visibilité, j'ai toujours eu conscience qu'il fallait pas que je dise de non ou que tu vois, genre parce que je sais très bien qu'après les réseaux sociaux peuvent attirer beaucoup de haine à des gens qui n'ont rien demandé et aussi surtout c'est illégal de parler, enfin ça peut être de la diffamation publique, tu vois, enfin c'est aussi illégal. En tout cas, ils peuvent t'attaquer pour diffamation. Voilà exactement, donc du coup j'ai totalement conscience de ça. C'est aussi pour ça que je t'ai dit tout à l'heure on va peut-être biper parce que je savais pas encore ce que t'allais dire. Oui non c'est vrai, c'est vrai. Ouh là, je vais avoir des problèmes. Et c'est pareil pour l'image. Moi, mes sketchs, j'ai fait tout de suite le parti pris. Enfin, à la seconde où j'ai vu que ça marchait, j'ai fait tout de suite le parti pris de ne faire jamais apparaître personne. Et ça a été compliqué à un moment parce que tout le monde voulait avoir son petit morceau de popularité forcément à mon écurie, tu vois, d'avoir envie d'être tagué dans une story et tout, et ce que je peux comprendre, mais moi je savais très bien que ça pouvait avoir un mauvais retour de la médaille, et donc du coup j'ai fait tout de suite la démarche de ne jamais faire apparaître de personnes dans mes vidéos. J'ai fait apparaître 2-3 personnes dans des making-of de vidéos des enfants, mais parce que les parents étaient d'accord, enfin bon bref, je demande toujours les autorisations et tout. C'est pareil dans les vlogs que je suis en train de faire sur mes entraînements pour les championnats de France.
tout le monde me donne son autorisation, enfin comme toi quand tu fais avec tes podcasts, mais tout le monde me donne son autorisation avant la diffusion. S'il y a un truc qui met un peu une personne dans une image un peu humiliante ou je sais pas quoi, ça n'apparaît absolument pas, même si la situation était vraiment drôle ou je sais pas quoi, ça n'apparaît pas. Clairement parce que je ne veux pas, et je sais très bien que ça peut créer quelque chose derrière, et pas forcément tout de suite derrière, ça peut le créer aussi 10 ans plus tard. Donc, et pareil, les petits-enfants, même si les parents sont d'accord de les filmer, moi c'est hors de question, hein. Il n'y a pas d'enfants de moins de 10 ans enfin même moins de 13 ans enfin la limite d'âge des réseaux sociaux c'est 13 ans. Il n'y a personne de moins de 13 ans qui apparaît sur mes vidéos, c'est hors de question, tu vois, sur mes vlogs. Des enfants sont pas capables de... Même des fois, les parents, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément conscience, tu vois, ils pensent que ça va devenir des petites stars parce qu'ils ont apparu dans une vidéo une fois pendant 10 secondes. Alors ça marche pas du tout comme ça, hein. Bref, c'était la petite parenthèse de droit à l'image. Et aussi, je me suis tout de suite renseignée sur les chevaux, si j'avais le droit de les filmer. Et effectivement, les chevaux, je peux les filmer si je ne les dénigre pas. À la seconde, par contre, où je les dénigre, je dois avoir le consentement du propriétaire. Donc ça, c'est des choses tout de suite que j'ai cherché. C'est-à-dire dénigrer un cheval dessus. Alors, il est pas beau. Non, mais par exemple, en fait, oui, si tu connais pas si tu connais pas trop le milieu de l'équitation, c'est normal que tu ne comprennes pas. Mais en fait, par exemple, un cheval, en fait, ça se vend pour ses capacités sportives, et les chevaux peuvent avoir des réputations, entre guillemets. Dans un centre équestre, par exemple, t'as toujours des cavaliers qui vont dire « Ah, lui, il jette tout le monde par terre, lui, il fait que de se cabrer, lui, il est pas fixe au montoir. » Tu vois, c'est un peu mettre les chevaux dans des boîtes. Faut jamais faire ça parce qu'un cheval adopte juste un comportement... Je te fais une petite leçon d'équitation en même temps. Non, mais... le cheval, en fait, adopte une certaine manière d'être par rapport... C'est une réponse, en fait, par rapport à une demande ou un comportement des cavaliers qui gravitent autour de lui. Donc, à aucun moment, le cheval est responsable de son comportement. Un cheval n'a pas des émotions humaines, hein, ça s'appelle de l'anthropomorphisme, les gens qui projettent les émotions humaines sur les chevaux. Donc si tu veux, si je venais à dire par exemple de ma jument de Goldie qui est ma pension complète, si je venais à dire oui Goldie, elle fait que de s'arrêter, elle refuse tous les obstacles, je pourrais lui donner une mauvaise image publique, donc du coup elle aurait plus personne par exemple voudrait la monter ou voudrait l'acheter, tu vois. Donc ça peut poser problème pour elle, quoi, ça peut lui porter défaut. Donc jamais, ou tu sais, de dire qu'un cheval est agressif ou qu'il est tel, enfin comme ça, tu vois. C'est ça par exemple, dire du mal entre guillemets du cheval, voilà. Et je disais juste que ouais, j'avais trouvé ça quand même hallucinant que j'arrive à quand même à genre j'ai quand même fait travailler une semaine, genre je suis partie de chez moi, enfin ça peut paraître très drôle pour certaines personnes la manière que je parle, mais quand même de se lancer dans une aventure toute seule sans aucun appui d'information ou quoi que ce soit. Alors le département du Calvados, hein, c'est des gens super cool, hein, le service de communication, c'est le gouvernement, hein, donc ils payent, hein, clairement, enfin je veux dire j'ai pas eu d'arnaque, donc comme premier client il n'y a pas plus incroyable, enfin sauf que vu que c'est le gouvernement ils donnent pas d'acompte, donc faut tout avancer, mais c'est le seul truc problématique qui a été un peu chiant, mais c'est tout. Mais voilà, j'ai quand même pris mon petit sac à dos, je suis allée dans une ville que je connaissais pas, je suis allée dans l'agence audiovisuelle, on a fait un premier meeting, j'ai quand même fait un truc que je n'ai jamais fait de ma vie et que j'ai quand même jamais eu d'études pour, parce qu'il faut quand même faire des études pour être journaliste, enfin c'est un métier de s'adresser à une caméra, de parler, de savoir quoi dire et tout, c'est quand même un métier. J'ai interviewé un journaliste, il m'a dit qu'il n'y a pas besoin de diplôme pour être journaliste, n'importe qui peut être journaliste. Officiellement, c'est pas une profession réglementée. Ah bon ? Ah, je savais pas. D'accord, ok. C'est... Comme les archives d'intérieur. Tu vas te faire taper, là, tu vas te faire tabasser. grave. Son compte, c'est @ entre ses oreilles. Donc du coup, voilà, j'ai quand même travaillé avec des professionnels de l'audiovisuel, donc c'est-à-dire des gens dont leur métier c'est de créer des reportages, tu vois, de faire des vidéos, de couvrir des événements, donc avec des cadreurs professionnels, des monteurs professionnels, voilà, c'est quand même pas anodin. Moi, je suis complètement néophyte là-dedans, donc du coup, ou moldue, j'adore utiliser ce mot, moldu, je suis une petite moldue là-dedans, donc du coup, forcément, c'est quand même... Voilà, un peu, je suis pas à fond, mais j'aime beaucoup certains trucs de Harry Potter. Et j'ai déjà fait plusieurs fois des références à mes sketchs à Harry Potter, je trouve ça assez drôle. Et donc voilà, j'ai quand même fait ça, et j'ai quand même travaillé 4 heures... c'est ridicule de dire ça, je travaille 4 heures par jour pendant une semaine. Non, mais je veux dire, voilà, j'étais sur l'événement... Ça te permet de prendre du recul sur ce que tu fais. Sur le sarcasme.
Non, mais ce que je veux dire, c'est... Voilà, on était sur l'événement pendant Enfin, tous les matins, on était sur un événement. Et voilà, j'étais avec un cadreur qui, lui, son travail, c'est de me filmer. Mais c'est moi qui anime la vidéo. Donc, c'était quand même du spontané, voilà, c'était quelque chose... Le seul truc que je faisais, je me rappelle, en plus, enfin, genre, quand j'y repense, c'était si drôle à quel point j'étais stressée. Donc, je dormais chez une copine qui était à côté de Caen, à Deauville. Et comme ça, j'avais pas à payer l'hébergement, quoi, parce que je devais tout avancer sinon. Et en fait, j'y allais en voiture, j'avais loué une voiture et tout, et j'y allais en voiture, et en fait, dans la voiture, j'avais genre, il y avait des travaux entre Deauville et Caen, donc j'avais quand même genre 30-45 minutes de route ou un truc comme ça tous les matins. Et dans la voiture, je me rappelle, j'étais comme ça avec mon volant, tu vois, et je répétais mon plateau d'entrée et mon plateau de sortie de la vidéo. Bonjour, ici Julia de Entre ses oreilles, aujourd'hui nous allons visiter la Chuc et tout, et je les répétais en boucle, et il y avait 3 phrases, tu vois, mais ça rentrait pas dans mon cerveau, j'arrivais pas à les retenir parfaitement et tout, c'était super stressant et tout, tu vois, et je les répétais en boucle, comme ça pendant 45 minutes et tout. Et après j'arrivais devant la caméra avec le cadreur qui me disait « C'est bon, ça tourne, tu peux y aller ?» Et là j'étais en mode genre comme ça, tu vois. Et je me rappelle, la première fois, ça se voit sur la vidéo, je suis trop stressée et tout. Et en plus, j'avais une deuxième caméra que je devais tenir à la main. J'avais une perche stick avec un téléphone qui me filmait pour avoir un deuxième plan, tu vois. C'était censé me mettre plus à l'aise. Moi, perso, ça me mettait moins à l'aise. Bah oui, t'as l'habitude de te filmer, donc... Oui, voilà, c'est donc ça. 2 caméras, ça et va ensuite, te mettre à l'aise. Donc voilà, donc c'était quand même, tu vois, c'était comme intimidant, voilà, c'est le terme. Intimidant, vraiment très intimidant. Et j'avais un micro, enfin un gros micro, tu vois, vraiment comme à la télé. Et avec le nom du salon sur le micro. Et genre, et quand je parlais dans le micro, ça tourne ou pas, genre du coup je me trimballe avec le micro, si le cadreur il était pas avec moi, il avait un casque donc il entendait tout ce que je disais, donc des fois je rigolais ou je parlais avec quelqu'un et lui il était pété de rire à 100 mètres parce que j'étais en train de raconter de la merde à quelqu'un, je sais pas quoi, ou que je me parlais à moi-même, tu vois, et du coup c'était si drôle, enfin bon, bref. Après les cadreurs étaient vraiment sympas, mais ils m'ont changé 3 fois de cadreur dans la semaine, enfin forcément vu que c'était, eux ils faisaient pas, enfin ils faisaient du cadrage et du montage, donc forcément je travaillais pas avec la même personne tout le temps, mais tu vois c'est humain aussi de travailler en équipe avec quelqu'un, faut que les personnalités elles collent, tu vois, et si tu t'entends pas avec la personne, t'es dans la merde, tu te dis oh putain faut que je sorte un reportage avec quelqu'un avec qui je m'entends pas du tout, et on n'a pas du tout la même vision, Et là, j'ai découvert aussi le backstage des reportages, au sens que c'est pas très spontané, contrairement à ce que moi je fais. Moi, dans mes vidéos longues YouTube, en tout cas, je suis très très spontanée. Enfin, il y en a 2-3 qui sont très écrites, mais j'essaye de garder cette authenticité et ce spontané parce que c'est ce que les gens aiment. Mais en fait, quand on faisait les petits reportages, c'était très... Alors, on va se mettre là, le cadreur devait installer sa caméra, faire ses réglages lumière pendant 10-15 minutes. Moi, je devais allumer mon micro, je devais faire les essais micro. Enfin, ça, je le fais aussi évidemment avec mon trépied, mais c'est un peu différent encore, parce que je suis toute seule et je le fais avec moi. Enfin, voilà, avec Géraldine, mon trépied. Et donc voilà, donc il fallait quand même que je me pose et que j'attende que lui se prépare et tout. Et ensuite, c'était, vas-y, parle à la caméra maintenant. Et genre ça... Ok, ça allait pour le plateau d'entrée où c'était prédit ce que j'allais dire. Mais quand c'était, par exemple, un moment où je devais être spontanée ou faire « Oh, regardez, il y a ça », bah, enfin, je joue l'actrice, en fait. C'est plus de la spontanéité, c'est être acteur, quoi. Parce que du coup, le gars, il disait « Attends, recommence, je refais mes réglages et recommence pareil de ce que tu viens de dire. » Genre, du coup, il y avait plus de spontanéité, c'était horrible. Donc, du coup, moi, j'étais un peu en mode « Bah, qu'est-ce que je dis, du coup ?» Enfin, genre, c'était dur, quoi. Puis, interviewer les gens aussi, c'est difficile, parce que j'avais 2-3 petites interviews, des fois. Mais voilà, tu vois, c'est quand même, voilà, c'était quand même intense émotionnellement et tout, ça prenait de l'énergie et tout, voilà. Et du coup, j'ai fait ça sur une semaine, puis à la fin de la semaine, j'étais pas rodée, mais j'étais beaucoup plus, plus zen et tout. Mais c'était marrant, quoi. Vraiment, c'était une chouette expérience. Et ensuite, je me suis dit, oh, j'aimerais bien, parce que j'adore écrire des vidéos et les jouer, mais je pense que ce que je préférais vraiment le plus au monde, c'est écrire des choses pour les autres et ne plus être en avant spécialement moi, tu vois. C'est cool d'être en avant, mais je pense pas que ça colle à 200% avec ma personnalité. Et donc du coup, j'avais fait une vidéo, je me rappelle une fois où j'avais fait une liste de choses que je devais faire. C'était une vidéo humoristique, hein. En fait, quand t'as plein de choses à faire, c'était, moi je préfère aller à l'écurie et ignorer tout, tu vois, en gros c'est ça. Et dans la to-do list, je savais très bien que les gens allaient mettre pause pour regarder ce que j'avais écrit dans ma to-do list. Du coup, le premier truc c'était, je parie que t'as mis pause et que tu es en train de lire ma to-do list. Je le savais très bien, hein. Classique. Ouais, classique. Et ensuite, le troisième point, c'était proposer mes services de community management. Et en fait, juste ça, tu vois, j'ai pas spécialement cherché à faire, tu vois, beaucoup de com là-dessus.
Et ben en fait, il y a quand même plein de gens qui ont mis pause et plein de gens qui ont vu ça. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont contacté. Bon, il y a eu plein de gens qui... Enfin, c'était juste pour me parler, qui me demandaient mes services, mais c'était voilà, juste pour me parler, ils n'étaient pas vraiment intéressés. Mais il y a eu quand même 2-3 personnes vraiment intéressées. Et notamment une chanteuse. Et du coup, j'ai fait plusieurs visios avec elle et tout. Et je lui ai donné plein d'idées de ce qu'elle pouvait faire pendant son voyage en Argentine. Et voilà, et genre j'ai fait, vraiment, là je me suis assise sur mon lit quand j'ai fini les visios avec elle et que les 3 quarts du travail étaient faits, et je me suis dit, waouh, ça y est, j'ai enfin réussi à faire le truc qui m'angoissait le plus en architecture, et que je n'étais jamais réussi à faire, c'est-à-dire parler avec les gens qui sont en face de moi, c'est-à-dire les clients, être capable de leur dire, non, ça va pas, vraiment les conseiller, vraiment leur dire, de mon expertise, de mon expérience sur les réseaux, je peux vous dire que c'est plutôt ça ou ça qu'il faut faire. Et ça, je l'ai jamais, jamais ressenti en architecture. Et quand j'ai ressenti ça, je me suis dit, oh, je pense avoir trouvé ma voie. Tout commence à s'imbriquer. Voilà, tout, ça y est, tout a fait sens, voilà. Mais t'as encore ma mère qui m'appelle quand même toutes les 3 semaines en me disant, Julia, c'est quand que tu retrouves un travail quand même. Mais ça va, elle commence à comprendre. Et c'est trop drôle du coup, parce que il y a plein de gens qui connaissent pas ces nouveaux métiers, tu vois, et que le fait que tu peux générer un revenu dessus, quoi, c'est assez drôle. Mais voilà, et du coup, les missions de community management, j'aime beaucoup. Après, j'ai quand même, soyons quand même clairs, je prends quand même, d'ailleurs c'est paradoxal du coup avec ce que j'ai dit avant, mais je trouve ça plus facile de monter mes vidéos à moi que j'ai faites que monter les vidéos des autres. Parce que par exemple, la chanteuse, je lui ai dit, tu peux faire telles images, tel truc, tu peux faire des plans là-dessus, tu peux faire ci, ça, filme tout ça. Et elle a fait toutes ces images, mais après c'est moi qui devais les monter. Puis après, tu crées de la magie au montage, hein, c'est pas... La magie, et je trouve pas qu'elle se fasse vraiment devant l'écran. Je trouve que c'est vraiment le montage qui crée la magie sur les vidéos. Évidemment, il faut l'image de base, hein, évidemment, mais... Et du coup, je trouvais quand même que c'était plus facile de monter mes images à moi que j'ai tournées et que j'ai écrites que tourner les images de quelqu'un d'autre. Après, ça se fait et tout, mais c'est beaucoup plus difficile quand t'as des heures et des heures de rush, quand tu dois tout regarder d'abord et savoir ce qu'il y a et voir les patterns, tu vois, et voir qu'est-ce que tu peux assembler ensemble et tout, et ce que tu peux créer, et quelles idées thématiques tu peux ressortir, tu vois. Ça, c'est un peu... ça demande quand même pas mal de travail. Et vu que je suis mon propre patron, parfois, j'ai la flemme qui monte. Voilà, ça c'est un peu difficile. La procrastination. Pareil, voilà, c'est ça le seul problème, c'est que j'ai un peu la flemme tout le temps de tout faire. Donc j'ai plein d'idées, mais j'ai beaucoup de flemme. Donc voilà, donc ça m'a ouvert à ça, clairement. Et après, il y a encore autre chose, c'est que, du coup, en fait, vu que je fais des petits actings, il y a plein de gens qui m'écrivent, qui me disent « Oui, tu joues trop bien, tu devrais vraiment te lancer dans le théâtre. » Et ma maman me disait, quand j'étais petite, que j'étais très forte pour mentir aux gens. Donc du coup, et c'est vrai, quand j'étais petite, je disais que je voulais être actrice et tout, mais genre en sachant que c'est un métier très difficile et que genre ça demande des années de travail, hein, vraiment, et que c'est pas du tout l'image qu'on a pareil du truc un peu genre tu joues dans un film, tu vois, t'as le résultat du film et ce qui se passe vraiment en tournage, c'est complètement différent, tu vois. C'est des heures et des heures de répétition, de refaire 17 000 fois la même prise, y a pas de spontanéité, c'est pas, voilà, c'est beaucoup plus difficile, quoi. Mais du coup, il y a quand même pas mal de gens, et des gens du théâtre aussi, qui m'ont écrit en me disant « Tu devrais prendre un cours de théâtre ». Et du coup, en septembre, je prends un cours de théâtre. Wow. J'ai même le droit d'être dans le cours amateur, s'il te plaît. Donc voilà, donc c'est cool. C'est chouette. Et j'ai coché la case « Voulez-vous être contacté s'il y a un casting ?» Donc ça, je le fais un peu de manière légère et plutôt pour... En fait, je crois que ça, je le fais plutôt pour moi, pour apprendre à être plus à l'aise quand je tourne mes vidéos. Parce qu'il y a encore des gens, je suis gênée de tourner devant eux. Il y a d'autres personnes, maintenant, j'en ai plus rien à foutre. Mais il y a encore des gens, quand même, je suis gênée, quoi. Donc ça, c'est plutôt pour me sentir plus à l'aise. Et vu que je suis quelqu'un quand même d'assez introverti à la base et un peu timide, je pense que ça peut m'aider aussi à me libérer de mes chakras. Voilà. Voilà. Mais je comprends. Ma vie fantastique. Ça fait 1h45 qu'on parle. Ouais, tu vas galérer, hein. Non, mais c'est pour compenser le fait que j'ai rien sorti pendant 6 mois. Du coup, vous propose 3 heures d'interview d'une meuf que vous connaissez pas et qui fait du cheval. Aujourd'hui, on parle de cheval. Voilà. Du coup, je me suis dit que j'allais faire un podcast sur les chevaux. Non, mais après, ce que je pose en général comme question pour terminer, c'est de savoir est-ce que tu regrettes d'avoir fait des études d'architecture, savoir si tu avais, toi, du passé, qu'est-ce que tu lui conseillerais comme voie, si tu avais toi en terminale, qu'est-ce que tu lui dirais ? Parce que finalement, tu t'es trouvé avec ce nouveau métier, donc...
Bah, clairement, je pense qu'on est tous d'accord que les études d'archi apportent quand même quelque chose, hein, clairement. Ça m'a clairement appris de faire un projet, et peu importe quel projet c'est. Donc que ça soit un projet de vidéo, de création d'une vidéo, ou la création, je sais pas, de poterie, ou je sais pas quoi, tu vois. Au final, le fin fond de tous les projets créatifs, ça a exactement la même dynamique. C'est l'élément qui va déclencher une idée ou une envie, de passer de la théorisation à comment tu peux le réaliser en pratique. Donc le tourner dans tous les sens, et le questionner, faire des allers-retours dessus. Et ensuite, et vraiment la partie la plus difficile de chez difficile, c'est de créer cette chose éphémère dans ta tête qui a une certaine forme, de lui donner une vraie forme physique. Ça, c'est vraiment de passer une idée papier à une idée concrète et finie. Ça, c'est vraiment le truc le plus difficile au monde. Et de ne pas être Et moi, déçu. le nombre de fois... Ah ouais, et de ne pas être déçu. Et de recommencer si c'est pas ce que tu veux, parce qu'il y a des vidéos que j'ai déjà recommencé plusieurs fois, hein, en n'aimant pas le montage, ou en me disant « Ah, j'aurais dû faire ça, en fait ». Parce que, enfin voilà, et ça c'est vraiment difficile, je trouve, à l'intégrer en architecture, parce que c'est tellement de travail, et le projet est tellement gros, et il y a tellement d'intervenants, que ces allers-retours, moi personnellement, je le vivais très mal. Alors que là, en faisant mes petites vidéos toute seule, les allers-retours, je suis très frustrée parfois, mais 2 jours plus tard, c'est passé, et j'arrive à me redire, allez, c'est pas grave, je recommence. Genre, je sais maintenant exactement quand je vais faire, et ça sera trop bien. Et après, tu prends de l'expérience, et après, tu sais à peu près comment tu vas faire correctement, tu vois. Donc ça, clairement, l'école d'archi m'a aidée là-dessus, à savoir c'était quoi la démarche d'un projet. Par contre, j'aurais préféré éviter tout le stress et la dépression. Donc ça, clairement, oui, là, je regrette d'avoir fait des études d'archi pour ça. Et après, si je revenais au bac, bah en fait, la communication, ça n'a pas du tout été une seule fois dans mes options, en fait. Genre, je me suis jamais posé la communication comme voie, quoi. Jamais. Parce que tu avais le Même, choix crois, entre médecin, avocat, ingénieur et architecte. et architecte, exactement. C'est exactement ça. Genre vraiment, enfin, du coup, je sais pas si encore toi, à ton époque, c'était toujours ça en sortant du bac, mais moi, c'était vraiment Non, moi les j'ai pas du matières tout. scientifiques. J'ai fait Ah oui, on est un peu j'ai de la fait un même double génération. cursus Ouais. architecte-ingénieur. Hein. Ah oui, c'est vrai, donc pas du tout la même sensation. Mais voilà, mais j'ai l'impression que ça se démocratise un peu de plus en plus, parce que au final, quand je réalise ce que je fais actuellement, c'est finalement le jour où la SACD m'a dit, voilà, vous êtes reconnu comme auteur, vous pouvez dire que vous êtes une auteure. Et là, je me suis dit, une auteure, genre auteur, c'est bac L. C'est les saltimbanques là. C'est les saltimbanques. Non mais exactement. Mes parents, dans la bouche de mes parents, pardon papa, maman si vous me regardez, enfin si vous m'écoutez, mais genre dans la tête de mes parents, c'était genre si tu fais L, tu rates ta vie. Genre vraiment, tu rates ta vie. Alors que je me rappelle que mon petit prof d'art plastique, Monsieur Bombanger, tu peux laisser son nom parce que s'il écoute ce podcast, voilà, je lui fais un gros bisou. Monsieur Bombanger, je me rappelle en art plastique, il avait convoqué mon papa pour lui dire non mais votre fille, faut la laisser faire l'option art plastique au lycée, hein. C'est pas possible parce que mon père voulait pas du tout que je fasse l'option art plastique. Et il s'est battu corps et âme, mon petit prof d'art plat, pour que mon père me laisse faire cette option, parce que mon père il était prof de maths et physique-chimie, enfin il est toujours. Oui. Et c'était en gros, ah non, mais ça c'était marrant au collège, mais elle va prendre grec, latin, spé maths, voilà, ou spé physique. Mais non, pas art plat, c'est pas possible, pas du tout. Et du coup, il s'est battu, il l'a convoqué, il lui a dit non, mais votre fille a un vrai talent et tout. Et moi, quand il me disait ça, je me disais, mais non, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est juste parce que je trouve ça cool, ça me fait plaisir de faire des petits dessins, de créer des choses et tout, ça m'amuse, mais je le prenais vraiment pas au sérieux parce que j'avais pas le contexte familial qui donnait de l'importance à ce contexte, quoi. Et du coup, maintenant avec le recul, je me dis, en fait, tout était là, c'était évident, en fait, j'aurais dû faire... Alors, j'ai jamais été très bonne en français, donc je sais pas si le bac L aurait été vraiment bien. J'ai toujours eu 0 en dictée en primaire. Oui, mais tu aimes écrire, tu as dit. Mais j'aime écrire avec des fautes d'orthographe. Et des mauvaises syntaxes. Mais après, c'est ce qui fait mon charme. Mais voilà, donc du coup c'est très drôle le jour où la SACD m'a dit ça, parce que je me suis dit mais waouh, en fait c'est pas du tout scientifique, enfin c'est pas du tout ça en fait, je suis en fait une artiste, et pour moi longtemps le mot artiste était une insulte, parce que dans la tête de mes parents c'était saltimbanque, et artiste c'était tu vivais d'amour et d'eau fraîche, et tu vivais sur une autre planète. Et plus et maintenant, le cursus architecte de l'INSA Strasbourg où on n'est pas des artistes, voilà. on est des techniciens. On n'est pas des artistes, on est techniciens de surface. Non, ça c'est pour dire que tu es agent de ménage.
Non, mais voilà, du coup, c'est sûr que ça te met dans une bulle enfin, toi, si t'as pas le contexte, en fait, si t'as pas les bonnes personnes autour de toi qui te disent, mais non, en fait, être artiste, enfin, parce que là, pour moi, maintenant, aujourd'hui, je peux te donner une définition à qu'est-ce que c'est un artiste, ce que je ne savais pas du tout définir avant. Finalement, être artiste, c'est arriver à exprimer sous n'importe quelle forme une opinion. Et moi, dans mes vidéos, alors il y a des vidéos qui sont totalement légères et gratuites, mais d'autres qui ont un vrai fond de remise en question sur des pratiques équestres ou sur des paradoxes ou des choses comme ça. Et grâce à mes vidéos, moi j'arrive à exprimer quelque chose et à se faire poser la question à des gens en disant « Ah ouais, c'est grave paradoxal en fait, elle a raison. Genre pourquoi c'est comme ça ?» Et pour moi c'est ça être artiste, c'est d'arriver à provoquer quelque chose chez quelqu'un. Et ça peut prendre par contre n'importe quelle forme. Tu peux... Bon après évidemment il y a des choses plus abstraites, genre si tu vas au musée, tu regardes un tableau, si t'as pas le contexte de l'artiste, ou t'as pas la niche, ou voilà dans quel contexte il nage, c'est un peu difficile de comprendre ce qu'il remet en cause, ou ce qu'il critique, ou ce qu'il développe, enfin sa manière de voir les choses. Mais quand tu sais que Van Gogh, qui est un peintre très connu, qui est un des pères du pointillisme, on pourrait se dire pourquoi lui d'un coup il s'est réveillé un matin, il a commencé à peindre comme ça, tu vois. Ben en fait non, c'est parce que lui dans sa vision, enfin il avait un problème de vue, il voyait les choses comme ça, et du coup il peignait de sa manière de voir les choses. Et là, moi c'était un défaut physique, mais c'est encore plus parlant parce que c'est un défaut physique, mais au final être artiste et créer quelque chose, c'est d'exprimer sa vision de la chose et de transmettre à l'autre personne de comment tu vois les choses. Voilà. Pourquoi voilà. Donc tu es une artiste. Et donc tu dirais, voilà, tu dirais on va dire à c'est ça, Julia du passé d'assumer le fait d'être une artiste et de pas avoir honte d'être une artiste. D'assumer d'être une saltabanque, voilà exactement, d'assumer... Tu connais le TikTok avec le son Annie qui est une intermittente du spectacle, non ça te dit rien? Je me suis pas mis à TikTok encore. Mais je crois qu'il est un peu sur... En fait ça vient de la flamme... ouais, mais ça vient de la flamme en fait, c'est des sketchs en fait sur Canal+. Ouais, voilà, c'est ça. Faut que je regarde ça. Du coup, ça fait 2 ans que je me dis qu'il faut que je regarde. J'ai pas tout regardé, mais j'ai vu pas mal de trucs parce que c'est sûr. Il y a pas mal de sons en fait qui est sorti de ça et qui est voilà, sur TikTok. Et du coup, il y en a un là-dessus où c'est Annie qui est intermittente du spectacle. Mais je t'enverrai parce qu'il est vraiment très très drôle. Mais voilà, donc du coup, oui, c'est d'assumer le fait que être un artiste, c'est pas une honte et que ça peut te faire manger et que faut pas écouter ses parents. Mais du coup, tu lui dirais de faire quoi après le bac? Bah ouais, non mais c'est une bonne question parce qu'en même temps, je vois pas comment j'aurais pu me dire en fait d'aller faire de la com par exemple, parce qu'au final, je fais beaucoup de communication. J'ai déjà écrit des pubs pour des gens, tu vois aussi par exemple. Donc du coup, je pense vraiment que la communication, c'est vraiment mon domaine. Mais le problème, c'est que quand je repense à mes années de lycée, j'ai jamais entendu une seule fois quelqu'un parler du domaine de la communication. Donc du coup, en fait, je vois pas comment j'aurais pu me conseiller et croire en ça, tu vois, alors que personne autour de moi ne connaissait la communication, quoi, ne savait... Donc voilà, donc je me serais conseillé de faire de la com si quelqu'un m'avait parlé de la com, clairement. Je pense que c'est ça que j'aurais dû faire. Mais il te manquerait tout cet aspect projet. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, mais après, je pense, sans me lancer des fleurs, je pense quand même par contre que de manière innée, j'ai une capacité d'analyse naturelle. Parce que déjà en archi, j'étais très très forte pour les analyses et arriver à formuler les analyses. Genre, je me rappelle, je comprenais très facilement, j'ai tout de suite compris très facilement comment aboutir à un concept et comment les choix physiques du projet devaient répondre au concept et à la problématique. Ça, j'ai tout de suite, j'avais quand même... je pense pas mal de facilité là-dessus. Voilà. Bon bah nickel. Je pense qu'on a fait le tour. Je m'étais marqué plein de points auxquels tu as répondu pour non. J'ai des points qui, si tu veux répondre, je te les balance et tu me dis si tu veux y répondre. Est-ce que tu as des modèles professionnels? Si tu as des modèles... Alors, mon modèle professionnel, ce serait Johnny Hallyday. Non, je sais pas, j'ai pas de modèle. Non, mais... Attends, est-ce que... En fait, j'aimerais bien... Cette... Non, mais j'aimerais bien dire un truc féministe, tu vois. Parce que, en fait, j'ai eu un vrai débat avec... Enfin, pas un débat, vu qu'on était dans le même sens, mais j'avais Christelle Gress, du coup, qui devait déjà exister de ton époque, qui me disait, c'est vrai que vous, vu que votre mentalité sur l'architecture a évolué, dans vos études, vous n'avez plus tellement de modèles... auxquels vous raccrochez, parce que finalement, les vieux architectes, c'est pas forcément les trucs auxquels vous voulez vous raccrocher. Vos profs, pas forcément aussi. Voilà. Donc voilà. Donc du coup, c'est créer ton nouveau paradigme, quoi. Ouais.
Paradigme, c'est un mot que j'ai appris quand je voulais faire ma thèse. Du coup, toi, je le ressors à toutes les sauces parce que j'ai l'impression de paraître trop intelligente. Comme quoi, ça sert de préparer une thèse. Voilà, donc tu vois, j'ai pas non plus... c'est heureusement que j'ai fait toutes ces années d'archi pour apprendre le mot paradigme. Tout n'est pas perdu. Non, tu n'as pas fait ça en vain. J'ai pas de... Je pense pas avoir de modèle parce qu'en fait, moi, j'aime pas l'idée de modèle parce que je trouve que ça coupe toute la partie... comment dire, personnalité interprétation. Ouais, mais d'interprétation en fait. Je trouve qu'à la seconde où je trouve que tu as plus de qualité, en fait, t'as plus d'avantages d'arriver sur un sujet de manière néophyte parce que tu as ton regard nouveau, frais, complètement, complètement dépourvu de toutes les contraintes et tout. Et en même temps, c'est sûr que c'est bien de savoir 2-3 trucs, mais je pense que ce côté un peu frais et néophyte, ça peut t'apporter quand même beaucoup de choses et tu peux casser facilement les codes, tu vois. Genre, par exemple, les vidéos YouTube là que j'ai commencé, je savais pas du tout comment les faire, même les sketchs, je savais pas du tout comment les faire. Puis au final, en fait, ce que je me suis rendu compte, c'était juste d'appuyer sur le bouton REC de ma caméra et c'est tout. Et voilà, j'ai jamais fait. Et en fait, faut juste appuyer sur le bouton, comme un podcast. Un jour, pareil, je ne sais pas comment faire, mais j'aimerais bien en faire un. Et je sais qu'un jour, j'arriverai à avoir la force d'appuyer sur le, peut-être grâce à cette vision, ça va peut-être m'aider. Alors moi, je peux faire community manager podcast. Grave. Mais tu vois, à un moment, en fait, il faut juste se lancer et essayer de faire quelque chose, et peut-être que ça sera de la grosse merde, et peut-être que tu vas te rendre compte rapidement que c'est de la grosse merde, et que tu diras, j'ai pas abordé le truc dans le bon angle, ou alors, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et là, au moins, tu sais tout de suite, et tu peux passer à une autre idée, un autre truc, tu vois. Mais moi, j'aime pas l'idée de modèle, parce que j'ai l'impression que dans le modèle, t'as un côté un peu, pas copieur, mais... t'es plus libre, j'ai l'impression ça manque de liberté en fait. En fait, je suis assez d'accord avec toi, donc je ne reposerai plus jamais cette question. Ok. Non, mais c'est intéressant. Non, mais c'est la première fois que je me suis dit, tiens, je cherchais des questions, je me disais, bon, comme j'ai eu cette discussion avec Christelle, je pourrais demander. Ouais, grave. Coucou Christelle d'ailleurs, si tu m'écoutes. Mais ouais, clairement, c'est... Non, pas de modèle. Bon, bref. Je sais jamais comment terminer les épisodes, donc si ce n'est en te remerciant. Qu'est-ce que je pourrais dire Non, mais après, j'ai une outro où je fais mon petit générique et je remercie ma pote qui fait les illustrations sur Instagram, etc. Mais voilà, vous pouvez me retrouver sur Instagram, YouTube et TikTok. Bien, merci beaucoup. Bon, j'ai un petit peu charcuté la fin parce que là on avait divagué pendant 10 minutes sur comment conclure un podcast. Du coup, c'est la fin du podcast. Je vous remercie d'avoir écouté, ça durait presque 2 heures, donc merci d'être toujours là, si vous êtes toujours là. Les comptes Instagram, TikTok, etc. de Julia, c'est @entre ses oreilles. Si vous vous demandez à quoi elle ressemble, vous pouvez vous rendre sur notre compte Instagram @iquitect, sur lequel Louise Gonemery dresse le portrait de chacun des invités. Et enfin, je remercie Simon Tsika pour la musique du générique. Et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, bisous. Oh, il y a le chat qui miaule. Tu miaules ? Miaule, 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 miaule.